général servent à rien parce que c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Alors il faut que je pointe ou je tire. Ça c'est pour parce que ça c'est mes origines marseillaises, donc ils ont pensé à moi, c'est gentil. Bon. Est-ce que oui, bien sûr, ça fonctionne. Bon, alors on est allé un peu chercher dans les tables des restaurants et des cafés tous ceux qui préfèrent, comment dire, prendre du temps, hein, parce que Lille est devenue la ville où il fait le plus chaud en France. Non, j'exagère, mais 31 degrés quand même. Je pense que on a envie de se prélasser. Et non, pourtant, donc nous sommes là. Donc heureux de vous accueillir. Donc je ne sais pas si on a les noms des intervenants qui se mettent à un moment quelque part, peut-être pas. Mais donc je suis Stéphane Pelé. Je vais tenter de faire en sorte que ce travail qui a été mis au point, vous allez voir, et sur lequel on va s'appuyer, et bien sûr avec un grand témoin qui va d'ici quelques minutes prendre la parole et que je vais présenter, mais donc sous la coprésidence de Monique Chevalier, dont j'ai découvert que c'est désormais Chevalier tout court, qui donc est la présidente du collectif Santé en danger. On attend Monsieur Jean Brun aussi. Il est dans les embouteillages, c'est ça? Il est dehors, il prend sa bière lui aussi. Bon, bah écoutez. C'est ça, c'est les villes chaleureuses. La coprésidence donc de Monique Chevalier et Dani Lévy-Mosiconacci, généticienne marseillaise, médecin, chef de service à l'hôpital Nord, donc l'APHM, et puis quoi encore, chargé de cours de génétique, etc. La chaire de génétique à Marseille, c'est quelque chose de très très important. Vous vous souvenez de Jean-François Mattei, c'est ça. Et donc, je suis heureux donc, de démarrer ce travail. Vous allez voir que ce qui est très important ici, c'est la représentativité des uns et des autres, puisqu'on a la chance d'avoir déjà 3 parlementaires avec nous, mais aussi énormément de présidents d'associations, de syndicats, de médecins, etc. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que ce qui va sortir de ces 2 heures, et notamment à partir de ce gros travail dit de projet de loi qui a été fait par des associations, vous allez le comprendre. Donc ce qui est très important, c'est que ce travail qui va sortir de cet atelier va être porté à l'intérieur d'une plateforme. Je salue l'arrivée de M. Jean Brun, ci-devant parlementaire et député des Hauts-de-Seine. Non, du Val-de-Marne. Bravo, bien joué. Ce qui est important, donc, c'est que ce travail va compléter toute une plateforme programmatique qui, elle, a été travaillée depuis des mois. Vous savez, le principe du sommet citoyen, c'est des étapes régionales. Il y en a eu 6, je ne vais pas toutes les repasser en revue. Mais l'une d'entre elles s'est passée en novembre à Lille. Et après 9 heures de travail pour étudier une centaine d'articles, plus 6 mois ensuite de travail, eh bien, vous avez ce que j'ai sous les pieds ici, ce que vous avez... j'oserais pas dire, mais en tous les cas, sur vos chaises à un moment ou à un autre, donc quand vous viendrez vous asseoir ici, c'est-à-dire près de 150 pages de travail, une centaine d'articles, qui est la production, on va dire, du terrain, du territoire, des citoyens, présentés sous la forme d'un projet de loi d'orientation et de programmation en santé, parce que c'est une question essentielle désormais dans ce vaste secteur de l'action publique, qui est le secteur numéro 1, il faut bien le dire, de l'action publique en France, qui est le secteur le plus chéri par les Français, et dont on continue à considérer qu'il est quand même un secteur, performant, et ce n'est pas l'ancien ministre qui est à côté de moi qui va certainement me contredire. Alors, puisqu'on parle d'un ancien ministre, je vais lui passer la parole dans quelques minutes, et ensuite viendront nous rejoindre donc nos 3 parlementaires, puis nos experts. Et le principe est le suivant. Nous allons extraire du travail qui a été fait 2 ou 3 articles essentiels, et vous allez avoir l'analyse de l'expert, qui peut être médecin, qui peut être cadre, dirigeant hospitalier, qui peut être bientôt directrice d'hôpital, qui peut être infirmière et plus, si on aime la littérature, etc., etc. Donc je ne vais pas repasser en revue. Et vous allez tous nous faire part de votre expertise sur ces pistes de travail. Et nos 3 parlementaires vont nous dire, on est prêt à se battre, ou au contraire, cette idée-là, franchement, vous la gardez parce que ça ne tient pas la route.
Mais je sais qu'ils sont à la fois citoyens civilisés et donc ils ne vont pas nous répondre comme ça. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'il y a comme idée derrière? Et c'est pour ça qu'on a appelé ça, avec un peu d'humour, la commission mixte tripartite. C'est parce que, vous le savez, pour faire adopter une loi en France, si jamais le Sénat et l'Assemblée nationale se chamaillent un peu, eh bien, on finit en commission mixte paritaire. Et là, aujourd'hui, nous avons un parlementaire, donc je le salue, Vincent Delahaye, dans l'ordre protocolaire, sénateur. Nous avons donc une députée, Violette Spilbou, donc je la salue aussi. Et nous avons un député, Vincent Jeanbrun, je le salue aussi. Et vous le savez, donc, nous avons appelé ça tripartite parce qu'on est sous le regard, que ce soit par Internet, YouTube, etc., sous le regard des citoyens qui donc vont contribuer à cette forme d'adoption. Nous, notre engagement, en tous les cas, et puis j'en finis par là, c'est qu'une fois que la plateforme programmatique, qui, vous le savez, concerne beaucoup de sujets, donc on a 4 salles dans ce joli endroit, garage, 3 autres salles où on parle handicap, culture, justice. Ce matin, on parlait démocratie. Hier, on a parlé l'eau, bien public mondial, de l'information, etc. Nous, notre engagement, c'est que cette plateforme programmatique sera portée vers ceux qui, à un moment ou à un autre, vont revenir vers le suffrage universel. Je veux dire par là les prochaines municipales, bien sûr, et puis les élections nationales, comme on dit, qu'elles soient générales, c'est-à-dire législatives, ou la présidentielle, puisqu'il faut en parler au singulier, car elle est singulière, cette prochaine présidentielle. Monsieur le ministre François Braun, je ne vais pas faire ni votre éloge ni votre portrait parce que j'en serais bien incapable, mais je sais qu'après des fonctions qui furent pas simples, parce que ministre de la Santé, c'est franchement un des ministères les plus compliqués, parce qu'il coûte très cher, parce qu'il concerne tous les Français, et parce qu'il fait appel à un très haut niveau de professionnalisme, puisqu'on met notre vie entre les mains de tous les professionnels du système de santé. Et donc, vous avez été ministre. Si je me souviens bien, la première ministre était à l'époque Elisabeth Borne, c'est ça? Mais vous êtes revenu à votre premier métier, médecin, urgentiste, et vous avez aussi d'autres fonctions, peut-être que vous allez nous expliquer. Et à partir de là, on va surtout vous demander tout de suite de nous donner votre vision sur cette affaire de programmation et d'orientation. Ça commence à bruisser un peu partout. La FHF vient de sortir un document, un certain nombre d'autres parlementaires travaillent éventuellement. On commence à dire que un des débats de la prochaine présidentielle pourrait être la question des grandes orientations en matière de santé. Voilà, je vous laisse vous présenter et nous dire ce que vous en pensez. Écoutez, merci beaucoup. Alors, merci à plusieurs titres. Merci de m'avoir proposé de venir à Lille. C'est toujours un plaisir et j'y ai beaucoup d'amis. Mais merci surtout de mettre en avant ce projet de loi de programmation de santé. C'est un sujet sur lequel... je ne vais pas dire que je me suis cassé les dents, mais sur lequel je n'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de ce qui m'intéressait. Mais en tout cas, je suis intimement persuadé qu'il faut une loi de programmation de santé. Vous l'avez dit, première préoccupation des Français. Alors, si on regarde les années précédentes, c'est entre la première et la troisième, globalement. Et un sondage très récent dit que c'est la première préoccupation des Français. Premier budget de l'État, on ne le dit pas assez. Si on s'intéresse uniquement à l'ONDAM, donc qui est le soin, cet objectif des dépenses d'assurance maladie, grosso modo, je parle sous le contrôle des parlementaires, 250 milliards d'euros. Le deuxième budget de l'État après celui-ci, c'est de l'éducation nationale, de l'ordre de 70-80. Et si on fait la somme de l'éducation nationale, de la justice, de l'intérieur et de l'armée, on est à moins de la moitié du budget de la santé, strictement de l'ONDAM. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et d'ailleurs, ça donne un peu le vertige quand on réfléchit à ça et qu'on se dit qu'il va falloir essayer de piloter ce budget. Donc, premier budget, première préoccupation des Français. Pour autant, on n'est pas certain que ce soit la première préoccupation des politiques. Et je suis gentil quand je dis cela. Et c'est probablement là que le bas blesse. En tout cas, moi, ça m'a forcé à m'interroger de pourquoi il y a cette différence entre politique et santé, finalement. Alors je dis souvent que c'est un mariage avec « je t'aime, moi non plus » dans cette espèce de mariage politique et santé, mais il y a plusieurs raisons. Probablement, une des raisons, c'est parce que notre système de santé est d'une complexité extrême.
quand on n'est pas né dedans, j'ai eu la chance de naître dedans, c'est très très compliqué entre le public, le privé, les différentes professions, tout ce qu'il y a autour. Je ne vous parle même pas du concept qu'on devrait tous avoir en nous, qui est One Health, santé animale, santé végétale, etc. Donc on est dans quelque chose de compliqué, on est dans quelque chose qui est difficile à piloter parce que, je ne vais pas parler de tous les professionnels de santé, mais les médecins, mes confrères, sont totalement ingérables. Quand vous faites un avis ou vous demandez un avis sur un sujet, vous avez 50 avis différents. On a les représentations professionnelles, les syndicats, le conseil de l'ordre, des organismes parallèles. Tout le monde va donner un avis différent. C'est très très compliqué à piloter. Et quelque part, même si je le regrette, je comprends le politique dans le sens large de dire « Ouh là là, je vais mettre mes pieds là-dedans, je vais prendre une décision, on me dira de toute façon que ce n'est pas la bonne, et si je prends l'autre, on me dira que ce n'est pas la bonne aussi. » Donc, c'est un sujet qui, quelque part, fait peur. C'est aussi un sujet pour lequel la temporalité est essentielle. Et ça, je m'en suis rendu compte. On ne peut pas, on ne peut plus, en tout cas, c'est ma conviction profonde, décider de la politique de santé tous les ans à l'échéance du PLFSS. C'est impossible. J'ai eu à me plonger dans ce PLFSS. Il y a une chose que je ne savais pas, en tout cas il y en a plusieurs, mais une chose qui m'inquiétait quand on m'a demandé d'accéder au gouvernement, c'était le financement de la sécurité sociale. Je dis, j'y connais pas grand-chose. Il a bien fallu que je m'y mette, parce qu'arrivé en juillet, c'était tout de suite le PLFSS. PLFSS, c'est 3 à 4 mois de travail pour le ministère. Quasiment, on ne fait que ça. Et c'est de toute façon, j'exagère, dire l'inverse de ce qu'on a fait dans le PLFSS une année avant. Il n'y a absolument pas de continuité globale dans ces réflexions budgétaires, même si maintenant on projette un PLFSS, en tout cas une évolution de l'Ondam sur les années qui suivent, simplement parce que la santé ne se règle pas en 12 mois. La santé se règle au mieux, on est en France, donc on va dire 5 ans, le temps d'un quinquennat. On peut espérer avoir des évolutions claires. Nos collègues anglais, avec le NHS, ils partent sur un plan sur 10 ans là, pour remettre en place leur système de santé. Donc on voit bien que cette temporalité, elle est extrêmement compliquée aussi à faire passer à l'échelle politique. Un exemple simple, la prévention. Quand on parle de santé, on parle beaucoup en France du soin, on oublie le dépistage, la prévention et la réhabilitation, qui est essentielle. Eh bien, la prévention, j'ai eu l'occasion de pousser la campagne de vaccination contre le papillomavirus. C'est difficile. C'est difficile parce que les résultats seront dans 15 ans. Et se projeter à 15 ans, dans la situation politique actuelle, c'est plutôt compliqué, sachant que globalement, la vaccination de toute une tranche de population, comme on le mettait en avant, c'est de l'ordre de 240 millions d'euros. Mais 240 millions d'euros avec, dans 15 ans, disparition du cancer du col de l'utérus. Simplement ce cancer coûte 280 millions d'euros, sans parler des décès. Disparition donc à 100% du cancer du col de l'utérus, à grosso modo 90% des cancers anorectaux et 40% des cancers ORL. D'autres pays, on parle souvent de l'Australie. L'Australie, en 2030, il n'y aura plus de cancer du col de l'utérus. Ils ont commencé il y a 15 ans. Donc, on voit bien que cette notion de temporalité, elle est essentielle. Et pour se projeter, eh bien, on a besoin, dans notre système, en tout cas, d'une loi de programmation. Alors, la loi de programmation, ça ne règle pas tout. Enfin, on va en discuter, on va probablement en débattre. C'est un outil. Encore faut-il savoir ce qu'on met derrière et quels sont nos objectifs. Et là aussi, il faut absolument conduire un changement de paradigme dans la réflexion sur notre système de santé. Et là, je fais une parenthèse pour vous remercier sur votre démarche, parce que pour moi, elle est la continuité de ce qu'on avait lancé avec les CNR territoriaux de santé. Probablement la seule spécialité, entre guillemets, dans laquelle ça a bien marché. C'est-à-dire, on n'est plus dans une logique d'offre de soins. Pourtant, on a encore une grande direction au ministère de la Santé qui est la direction de l'offre de soins. Mais l'offre de soins, ça marche quand on a une offre supérieure aux besoins. Je ne vais pas vous faire le couplet de dire que l'offre augmente, elle évolue, les besoins diminuent, non pas parce qu'on manque de professionnels, mais parce qu'ils travaillent moins longtemps comme toute la société. Donc laissons tomber cette réflexion d'offre de soins, qui en plus est concurrentielle entre les différentes professions de santé et entre les secteurs publics et privés, et partons des besoins de santé de la population. Et si on part des besoins de santé de la population, qu'on connaît, on a toutes les études pour, à l'échelle des intercommunalités, donc on peut aller très très loin. Si on part des besoins de santé de la population, apparaît tout de suite
deux réflexions. Un, la complémentarité entre les acteurs. Deux, une certaine territorialisation de la réflexion. Parce que si les besoins de santé, globalement, de la région de Lille sont à peu près les mêmes que le nord de la Moselle, ancien territoire minier, etc., ils n'ont rien à voir avec le centre de la France, rien à voir avec la Bretagne, rien à voir avec le sud-ouest, etc. Donc on voit que derrière cet outil que doit être la loi de programmation de santé, il y a d'abord une réflexion un petit peu différente sur quels sont les besoins, comment on peut répondre aux besoins. On ne pourrait pas répondre non plus à tous les besoins. Donc il va falloir faire des priorités, et c'est le principe du schéma national de santé. Et ces priorités, pour le coup, sont de la responsabilité des politiques et sont de la responsabilité d'un gouvernement de dire on va mettre l'axe. Et là aussi, enfin, je refais une parenthèse, pas une responsabilité à un an. 2025, année de la santé mentale. Oui, d'accord, ok. Enfin, on ne va pas régler le problème de santé mentale en un an. Donc, est-ce que c'est une priorité pour les 5 ans à venir? Oui ou non? Ça peut en être une, comme on peut décider que l'autre priorité, c'est les cancers colorectaux ou autre chose, peu importe. Ça, c'est le rôle vraiment d'un gouvernement et c'est le rôle du politique au sens large et noble du terme de prendre ses décisions. Mais par contre, après, il faut qu'on se projette sur du temps long. Bon, je peux dire 2 heures, hein, donc alors, puisqu'après, je vais demander aux 3 parlementaires de venir réagir parce que je connais leurs contraintes, y compris horaires, etc. Il y a toujours des ministres qui se baladent dans les régions, c'est dingue. Donc, alors, entre les anciens ministres et les ministres, finalement, on est cernés. On est cernés. Mais comme vous avez eu le courage de venir nous parler, je ne vais pas vous lâcher. Je crois avoir compris que vous étiez assez précurseur pour porter une loi de programmation. Et puis vous aviez une excellente première ministre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vas passiert, comme on dit de l'autre côté du Rhin, ou bien Non, déjà, il y a plein de choses que je ne vous dirai pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, j'ai commencé à porter cette idée de loi de programmation de santé et je me suis rendu compte que globalement, en politique, on n'est pas fan des lois de programmation. Voilà, parce que ça contraint pendant plusieurs années. Partez sur une loi de programmation, voilà, on voit avec l'armée, ça contraint un certain nombre de choses. Et puis c'est toujours cette question santé où on a du mal à apprécier les choses. Mais en tout cas, j'avais commencé à mettre cette idée dans les tuyaux. Je suis ravi de voir que ça continue, que c'est repris, que des grandes fédérations hospitalières partent sur cette idée de loi de santé. Très bien, mais je pense qu'on va y arriver et vous avez raison. Ça doit être pour moi, ce sera en tout cas pour moi, un enjeu majeur des élections présidentielles de 2027, avec une loi de programmation sur 5 ans qui semblerait tout à fait logique. Vous réagirez, mesdames les coprésidentes, tout de suite après nos amis parlementaires. On va avoir une première petite séquence. Donc Vincent Delahaye. Pourquoi Vincent Delahaye? Tout simplement parce qu'il a eu d'éminentes responsabilités au Sénat, donc vice-président du Sénat, et qu'il est déjà toujours sénateur, mais surtout parce qu'il est passionné par les finances publiques. C'est à lui qu'on doit toutes sortes de rapports qui des fois font un petit peu mal quand on les lit. Je sais pas moi, les autoroutes régulièrement, par exemple, des choses comme ça. Si vous voulez bien vous installer. Violette Spilbou, parce que Violette Spilbou, elle est une fan de la démarche citoyenne, et puis elle est surtout députée du Nord aussi, bien sûr. Et qu'elle était de Lille, oui, bien sûr. Et de le garage dans ma circonscription. Ah, le garage, très bien. Vous êtes garé ici, alors. Et donc, Madame la députée, vous étiez là le 9 novembre, déjà, pour suivre nos travaux, en nous remerciant à l'époque, déjà, comme Monsieur le ministre, de vous mâcher le travail. On va voir. Vincent Jeanbrun, monsieur le député, vous êtes président d'un think tank, en plus de vos activités parlementaires, sur la santé environnementale. Ça fait donc une raison supplémentaire de vous inviter. Avant qu'on détaille les 5 piliers, il y aura peut-être un sénateur qui va s'éclipser, tant pis pour lui. Qu'est-ce que vous pensez, donc, vous 3 alors, on va commencer par Madame la députée du Nord de Lille de Garage. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche de programmation? Est-ce que la prochaine élection présidentielle va permettre de trancher cette affaire, c'est-à-dire, comme vient de le dire le docteur ministre, c'est-à-dire raisonner à 5, 10, voire 15 ans sur le plan de la santé? Ou est-ce qu'on va devoir encore patienter longtemps? Et je soumets d'ailleurs au passage très rapidement une proposition, parce qu'il faut les saluer au passage, de la Fédération hospitalière de France, qui, elle, parle d'un ONDAM pluriannuel sur 5 ans, ce qui est pas inintéressant. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bien, écoutez, merci de cette introduction par François Braun qui a la grande chance en fait d'avoir été et d'être un professionnel reconnu au cœur d'un des endroits les plus difficiles de notre système de santé, les grands centres hospitaliers, les urgences, et puis d'avoir été ministre de la Santé et de s'être confronté à la réalité politique d'un exécutif qui doit prendre des décisions dans un moment, comme François l'a rappelé, tu l'as rappelé, extrêmement fragile sur le plan de la stabilité politique, qui ne facilite pas cette dimension du temps. Je dirais que je partage, comme François Braun, la nécessité d'avoir une justice en santé qui se réfléchisse dans le temps long, de par les questions de l'impact de la prévention sur l'état de santé réel de la population, mais aussi au regard de toutes les autres injustices en santé que les Français vivent. La première, et celle qui a fait beaucoup couler d'encre, c'est l'injustice territoriale, avec ce sujet de régulation des médecins qui a été évoqué à l'Assemblée nationale, qui est aujourd'hui au Sénat. Oui, on a tous le constat de l'injustice territoriale, mais je crois que non, on n'est pas tous d'accord sur les solutions à y apporter. Et en tout cas, ce sujet d'injustice territoriale et donc de dialogue avec les besoins spécifiques des territoires, comme l'a évoqué François Braun, nécessite un travail dans le temps et pluriannuel. Et puis, troisième point, l'environnement, grande préoccupation de Vincent Jeanbrun, la santé environnementale. Elle est aujourd'hui conceptualisée, pensée, elle se transforme en action, mais il y a encore plein d'analyses scientifiques, de points de vue scientifiques qui doivent être approfondis sur l'impact de ce qui se passe et de nos pratiques de consommation aujourd'hui sur la santé publique et qui se verront aussi dans le temps long. Donc pour toutes ces raisons, je crois qu'un projet de loi d'orientation et de programmation en santé est une bonne initiative. Je n'ai pas changé d'avis entre le 9 novembre à Lille et aujourd'hui. Je suis ravie que ce soit aussi un travail partenarial entre les associations, les professionnels de santé, même quand ils sont en colère, on arrive à parler avec eux, et les politiques. Je crois que c'est que comme ça qu'en tout cas on a des chances d'être entendu au bout d'un moment et qu'il y ait une loi de programmation comme sur le militaire ou sur les autres sujets nationaux. Alors, on varie les plaisirs, monsieur le sénateur. Merci, monsieur le président. Je ne sais plus comment il faut l'appeler, moi, monsieur le modérateur. Mais donc, quelques réactions peut-être. D'abord, je ne suis plus vice-président du Sénat. Oui. Par contre, je suis rapporteur pour avis à la Commission des finances de PLFSS. Donc voilà, je dois donner mon point de vue sur les déséquilibres de la sécurité sociale qui sont assez flagrants aujourd'hui, malheureusement. Alors, moi, je vais peut-être refroidir un peu l'ambiance parce que je vous parlais un tout petit peu chiffres, mais je vais essayer d'aller assez vite quand même. François Braun a dépeint quand même assez bien le système de santé, sa complexité, la difficulté à réfléchir sur le long terme. Mais ça, ce n'est pas spécifique à la santé, malheureusement. Je dirais, dans notre pays, on est quand même sur beaucoup de sujets. On a des difficultés à se projeter dans le temps et surtout avoir de la cohérence dans l'action. Parce que, alors, en plus, ces temps-ci, il y a eu quand même beaucoup de mouvements et de changements qui ont fait que cette cohérence et dans la durée n'est pas assurée. Donc, c'est vrai que c'est problématique. Alors, après, j'ai une petite différence quand même sur le fait que la prochaine présidentielle soit axée, ou en tout cas que la santé soit un élément fort de la campagne présidentielle. J'en suis pas si sûr que ça. Peut-être malheureusement, parce que c'est vrai que c'est important pour nos concitoyens, mais je ne suis pas sûr que ça soit centré dessus. Après, le fait de réfléchir à notre programmation, moi je suis favorable à la réflexion à long terme, comme je viens de le dire. Simplement, si on réfléchit à long terme, il faut aussi réfléchir en termes financiers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure la partie financière. Moi, c'est ce que je regrette toujours dans les lois de programmation, que ce soit pour la défense, sur les autres, sur la recherche, sur d'autres. À chaque fois, bien sûr, dans l'absolu, on est d'accord sur la loi de programmation, mais par contre, on ne réfléchit absolument pas à la façon dont on va le financer. Et là, on est encore là-dessus sur les soins palliatifs. Hein. On a une proposition de loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, qui va arriver au Sénat à l'automne, sur la généralisation des soins palliatifs. On est tous d'accord sur le principe. Comment ne pas être d'accord là-dessus? Mais est-ce que ça va être simplement une déclaration d'intention? Parce qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact, on ne sait pas combien ça coûte, on ne sait pas comment on forme le personnel pour pouvoir assurer cette généralisation. Donc est-ce que finalement, vis-à-vis du citoyen, il ne va pas se dire, tiens, nos politiques, ils nous ont dit, on généralise
les soins palliatifs, et puis dans 5 ans, ils vont nous dire, mais attendez, vous en êtes où? Vous n'avez pas réussi à le mettre en place, comment ça se fait? Donc moi, j'ai toujours cette crainte quand même du décalage entre ce que l'on peut annoncer, ce que peut voter, et ce qui peut être appliqué ensuite sur le terrain. Donc il faut quand même se méfier beaucoup de ça. C'est pour ça que moi, la programmation, je suis d'accord. Mais à ce moment-là, on programme, on dit voilà ce que ça va coûter. Est-ce qu'on coupe certaines choses? Est-ce qu'on choisit de faire des nouvelles dépenses par rapport à d'autres? On donne des priorités. Ça fait partie des choix qu'on doit faire. Et dans la vie, il y a toujours des priorités à définir. Donc on fait des choix. Soit on se dit on augmente telle cotisation pour financer parce qu'on en a besoin. Mais je pense que cette responsabilité-là, on doit la porter. Elle n'est pas facile au niveau politique, mais elle doit absolument être portée. Et alors, comme je vais devoir vous quitter assez vite, je suis désolé, j'essaie d'aller à l'essentiel, mais moi je suis aussi très intéressé par la gouvernance. Parce qu'on disait que les politiques ne s'intéressent pas trop au système de santé parce que c'est compliqué, mais c'est aussi parce qu'ils ne sont pas tellement impliqués. En réalité, dans les ARS, j'ai regardé en Ile-de-France, l'ARS, il y a 37 membres du conseil d'administration, il y a 10 élus actuellement, et parce qu'on vient de décider qu'il y ait un député, un sénateur qui soit, et encore ça a pris 2 ans, le décret d'application a pris 2 ans pour qu'il soit vraiment membre, mais on est très minoritaire. Et ensuite, qui est-ce qui est interpellé par la population? Ce n'est pas les membres du conseil d'administration de l'ARS, c'est les élus à qui on dit mais comment ça se fait qu'il y a telle décision qui a été prise, telle autre, et en fait on n'est pas partie prenante. Moi, je l'ai dit tout à l'heure pour ceux qui étaient là, mais je pense que le pouvoir des élus a beaucoup baissé en France, en dehors des maires et puis du président de la République. Mais sur le reste, on a perdu beaucoup de pouvoir avec la suppression du cumul des mandats, notamment. Je préfère le dire clairement. Et aujourd'hui, je pense qu'il faudrait redonner plus de responsabilité aux élus dans les décisions qui sont prises au niveau de la santé, parce que justement, du coup, ils seraient plus partie prenante et sans doute plus intéressés par le sujet. Et voilà. Donc, je vous dis ça rapidement, ça laisse quelques pistes de réflexion, mais en tout cas, sur la réflexion à long terme, je suis tout à fait d'accord pour y participer. En tous les cas, on a fait exprès d'appeler ça d'orientation et de programmation parce que justement, la programmation a forcément un volet financier. D'ailleurs, on a prévu d'en parler, même si le sénateur se sauve. Mais pour autant, il y a les orientations, et ça, c'est ce que disait l'ancien ministre, qu'il y a des domaines où il faut absolument programmer à long terme, et donc programmer des orientations et décider des orientations. Alors, Vincent Jeanbrun, vous vous intéressez à ces questions, j'imagine, comme parlementaire, parce que vous devez voter chaque année le PLFSS, donc lourde responsabilité. La dernière fois, je crois que c'est pas passé très loin déjà, éventuellement de faire basculer le gouvernement. Et là, il n'est pas impossible à nouveau qu'il y ait de la tension. Comment vous appréhendez cette question? Est-ce qu'un jour, dans votre vie de parlementaire, vous allez voir arriver une loi pluriannuelle d'orientation en santé et que vous allez voter un PLFSS pluriannuel? Merci pour cette question. Bonjour à tous. Ravi d'être à cette table ronde et vraiment merci à Ligro d'insuffler ces lieux, ces moments d'échange citoyens qui font du bien, qui permettent de rassembler différents parlementaires, différents spécialistes. Vraiment, ça fait du bien, surtout quand on vient de l'Assemblée nationale où il n'y a plus de dialogue. Enfin, objectivement, entre nous, si, mais ça se hurle dessus, ça ne parle plus. Or, moi j'ai toujours aimé la politique parce que vous connaissez cette expression, on dit les débats, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'empêche pas la pluie de tomber, mais ça permet d'avancer. Moi, je crois à cette culture-là. On n'avait pas celle-là. Et pour le coup, ce que vous faites ici, c'est effectivement à minima les essuie-glaces, et même un petit peu plus, j'en suis sûr. Moi, j'étais maire pendant 10 ans de la commune de La Île-et-Rose, dans le Val-de-Marne. Je suis aujourd'hui député depuis bientôt 1 an. Vous avez en face de vous, comme dirait mon fils de 9 ans, un député dépité, parce que c'est vraiment désespérant de voir cette Assemblée nationale qui ne produit pas grand-chose et qui, en plus, n'arrive pas à avoir de vision long terme. Je ne sais pas si tu partages cette frustration, mais vraiment, il faut y mettre une énergie considérable pour essayer de faire bouger ne serait-ce qu'un tout petit peu les choses. Je vous dis ça en toute franchise. Après, on parle de santé et se pose la question de la programmation pluriannuelle. Et je dis ça devant monsieur le ministre que je salue, c'est effectivement un débat extrêmement important. Si on prend un tout petit peu de hauteur, même peut-être beaucoup de hauteur, pourquoi est-ce qu'on fait société? Pourquoi est-ce qu'on met en commun des choses? C'est au fond
parce qu'à l'échelle individuelle, on ne peut pas tout gérer. Par exemple, si on décidait de vivre là tous ensemble en autarcie dans un petit village, on aurait du mal à se défendre, à avoir une armée, à être capable de résister à tous les conflits mondiaux. Et donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? De se mettre à l'échelle d'un pays, même à une échelle internationale, et d'avoir une stratégie de défense internationale. Et on se rend compte de quoi? Que quand on veut une bonne stratégie de défense internationale, on a quoi? Une loi de programmation pluriannuelle. Et sur la santé, pour moi, c'est le même combat. Si on essayait de se replier sur nous-mêmes, un petit village en autarcie, on arriverait peut-être à s'alimenter, on arriverait peut-être à créer un peu de culture, à avoir une vie littéraire entre nous, peut-être créer de la musique, des concerts, je ne sais pas. Mais je ne suis pas certain, même s'il y a des très bons médecins dans la salle, qu'on arriverait à produire les médicaments pour soigner, à produire les outils qui nous permettraient d'analyser nos maladies, et bref, vous me comprenez, d'avoir suffisamment de moyens pour soigner notre population. Donc on a besoin de mettre en commun. Et cette mise en commun, j'ai l'impression qu'elle a perdu son sens et sa vision à l'échelle de nos débats parlementaires, où en réalité, Vincent Delahaye le disait tout à l'heure, en fait, on parle que chiffres, que comptabilité. Comme s'il n'y avait plus de vrais gens et une vraie société derrière. Moi, quand je pense à la santé, et notamment c'est ce qui m'a poussé petit à petit dans mon engagement de maire et aujourd'hui de parlementaire à m'occuper des questions de santé environnementale, c'est qu'au fond, je me dis que ça devrait être la première des promesses que fait un gouvernement, un parlement, une société à ses concitoyens. Celle que tous ensemble, on vivra mieux demain, en meilleure santé et avec une meilleure espérance de vie. Moi, j'ai été très frappé que ces derniers temps, les statistiques démontrent que l'espérance de vie en bonne santé recule dans notre pays. Alors, je sais que le Covid impacte beaucoup ces chiffres-là, qui sont évidemment relativisés, mais comment on peut accepter dans notre société de voir apparaître ces chiffres, l'espérance de vie en bonne santé recule dans notre pays? Pour moi, c'est intolérable. Et j'aurais tendance, et merci à François Braun de défendre ça, à considérer que le meilleur moyen, c'est pas d'arriver en bout de chaîne quand les gens sont malades, mais d'être évidemment dans la prévention, ce qui est à mon sens le meilleur investissement qu'il puisse y avoir. Si vous investissez sur la santé, sur l'éducation, je suis convaincu que vous avez au bout du compte une société plus vertueuse. Et donc cet investissement, comme tout investissement, quand on gère le budget d'une commune, ce qui sera bientôt ton cas, n'est-ce pas, ici à Lille, quand on le souhaite en tout cas. Attention. Quand on gère un budget à une collectivité, eh bien, en l'occurrence, on doit, quand il s'agit de parler d'investissement, avoir une projection pluriannuelle. C'est fondamental. Et ça permettra à chacun de se dire où est-ce qu'on investit sur la prévention, où est-ce qu'on investit sur les soins courants et comment est-ce qu'on avance tous ensemble. Je ne veux pas être plus long dans cette phase introductive. Vous allez revenir ensuite sur mais vraiment, au-delà de la question du côté pluriannuel des choses, c'est se rappeler que c'est ce qui est censé être le fondement de notre société. Quand vous disiez tout à l'heure, ça devrait être le débat de la présidentielle, oui, si le débat, ce n'est pas juste la santé, mais la santé environnementale, c'est-à-dire quel espace au quotidien on construit. Et peut-être un tout dernier mot, moi j'ai découvert en m'intéressant à la santé environnementale ce terme technique et barbare d'exposome. Bon, il y a des professionnels ici dans la salle qui me font oui, je vois très bien ce que c'est, et les autres ils me disent qu'est-ce qu'il raconte celui-là. L'exposome, c'est en gros tout ce qui nous touche et qui peut avoir un impact sur notre santé, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, le bruit auquel on est soumis, ce qu'on mange, etc. En gros, si on était des poissons, c'est dans quel océan on nage. C'est ça l'exposome. Eh bien, je rêverais que dans les débats de la présidentielle, on parle de l'exposome des Français, c'est-à-dire en gros, dans quel environnement on élève les Français et on les fait grandir, on les éduque, on les fait travailler et on les fait bien vivre. Donc, ravi si on peut mener ce combat tous ensemble. Merci. Alors, merci déjà pour cette intervention. Avant qu'on passe donc aux différents chapitres, et je sais que vous ne pourrez pas forcément rester jusqu'à tous les chapitres, les 95 articles de loi, c'est simplement pour vous dire que je pense qu'une des innovations du travail qu'on a fait, et encore une fois, accepter modestement qu'on l'ait appelé projet de loi, même si on n'a
aucune autorisation de personne pour les écrire, puisque nous ne sommes ni parlementaires, ni membres du gouvernement pour porter un projet de loi, mais c'était une forme à laquelle on s'est astreint pour essayer de bien mesurer quelles étaient les contradictions potentielles entre des mesures d'un côté et des mesures de l'autre. Mais il est important de dire qu'il y a un chapitre entier consacré à la santé environnementale, alors très probablement insuffisant. Je ne sais même pas si exposome figure dans les argumentaires. Donc oui, mais nous, on accepte largement. Je précise qu'une des vocations du think tank Urbanité que j'ai cofondé est de proposer des propositions de loi. On en présente 3 le 24 juin prochain, et donc je serais très heureux qu'on puisse échanger là-dessus. De toute façon, vous repartez avec vos 150 pages, hein, monsieur le député. Donc là, nous étions sur les grands principes. Ensuite, nous allons accueillir nos experts. Je crois que tout à l'heure, j'ai oublié d'en citer une, donc elles veulent bien m'excuser. Avant de clôturer sur ce point de principe général, c'est-à-dire oui ou non une loi d'orientation, même si je vais dire article 1er de cette commission, le principe est acquis. Néanmoins, c'est à vous de trancher l'affaire. Oui, non, on se lance là-dedans, monsieur le ministre? C'est me donner beaucoup de responsabilités aujourd'hui. Mais oui, bien sûr, il faut y aller. Enfin, je crois le sujet fait maintenant consensus, en tout cas parmi les professionnels de santé. Alors, on appelle Amama Bouraba, Annie Chapelier. Alors, Annie Chapelier qui a été parlementaire, hein, elle va nous le dire. Et pourquoi n'a-t-elle pas voté une loi de programmation? Mince alors. Excusez mon irrévérence, hein, mais c'est mon style, tout le monde me connaît, on sait que de temps en temps, On appelle Guillaume Devèvre, j'espère que j'ai bien prononcé, ou Dewèvre peut-être. C'est parfait aussi, bon, d'accord. Audrey Baskovec, ou aussi Audrey Baskovec, décidément, vous ne me facilitez pas la tâche. Karine Barrel, je crois que tout le monde est là, dans l'expertise, voilà. Alors, ne soyez pas impressionnés du fait qu'on est presque plus nombreux de ce côté que de l'autre côté, parce qu'encore une fois, ce travail résulte d'un gros travail d'association. Il faut savoir quand même que le projet dont je vais parler rapidement, il y a une centaine d'associations, de structures, de syndicats, de collectifs qui ont été associés à ce travail. Et donc, puisque nous sommes regardés et qu'il y a maintenant plus de monde en général sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie, on salue les internautes. Voilà. Mais qui sont nombreux. Je crois qu'hier, pour le trophée, c'était 5000, donc c'est déjà bien. Je ne sais pas, ça se trouve, ma maman me regarde. Alors, non, elle n'a pas de téléphone, donc ça ne peut pas arriver. Donc, je plaisantais. Alors, on est parti. On a, et puisque Vincent Delahaye a dû s'échapper, on gardera bien l'ordre qu'on avait prévu et on parlera de finances. Désolé pour lui, mais à la fin. Parce que moi, je considère quand même que pour n'importe quelle loi, certes, les finances, c'est essentiel, et certes, il faut les financer. Le budget est assez pareil, mais il faut quand même parler du fond. Alors, vous avez donc, vous allez voir à l'écran un résumé très rapide d'un travail qui a consisté à réunir et à faire travailler pendant des mois et des mois cette centaine de structures et d'essayer de réunir ça sous une architecture qui, ressemble de près ou de loin à ce que pourrait être une loi d'orientation, avec 5, qu'on a retenu en tous les cas, 5 piliers. Vous savez que dans les lois, on appelle ça des titres. L'un va s'appeler démographie, dont vous y reconnaîtrez comment on appelle ça, notamment la démographie médicale, mais pas que. Vous y retrouverez ensuite attractivité, et je précise à ma coprésidente de gauche que c'est elle qui parlera sur le premier, et puis on alternera Monique sur le deuxième, etc. Attractivité, donc le deuxième titre. Troisième titre, fidélisation. Donc là, les professionnels vont reconnaître énormément des mesures qui les intéressent. Le quatrième, gouvernance, et le cinquième, budgétaire. Donc, encore une fois, les entrées thématiques existent à l'intérieur, mais on ne les a pas toutes détaillées. C'eût été impossible, ou alors on aurait fini à 22h ou 23h, donc c'est un peu difficile. Donc, maintenant, il faut que j'appuie sur le bouton.
Hop, j'espère que ça va marcher. Parce que... Bon, là, on va pas faire comme si on était dans un grand amphi, ce qui me rappellerait ma jeunesse d'enseignant-chercheur. Mais on a mis au tout début de ce texte un extrait. C'est pour ça qu'on n'est pas, comment dire, vous voyez, on travaille de manière très collective. Voilà, c'est un tout petit bout de texte de ce que la FHF a sorti il y a quelques semaines à peine. Donc, des orientations en matière de santé. Donc, tout à fait convergente avec le travail que nous portons. FHF, Fédération hospitalière de France, je pense que vous connaissez. Et donc, avec une introduction autour de selon que vous soyez puissant ou misérable, c'est bien la difficulté qui a été décrite tout à l'heure. Voilà. Et puis, un autre bout de texte, encore la FHF, alors j'ai dû inverser, excusez-moi, qui donc dit qu'ils ont travaillé sur cette idée de programmation pluriannuelle et qu'à titre d'exemple, la Cour des comptes a indiqué qu'1 an d'espérance de vie en bonne santé représenterait 1,5 milliard d'euros économisés pour l'assurance maladie. Alors, ce n'est pas pour faire plaisir à Vincent Delahaye puisqu'il est parti, mais il est vrai que peut-être même avant de prévoir ce que ça coûte, ce qui est très intéressant dans la programmation en matière de santé, c'est de prévoir ce que ça évite de dépenser. Et ça, c'est une notion à laquelle on va s'attacher tout à l'heure. Donc, ah non, je me suis trompé, c'est là. Alors, dans l'introduction générale, etc., je ne vous la refais pas. La présentation du système de santé. Donc, voilà des notions pour ceux qui nous regardent, notamment via la caméra. Hein, on consacre donc aux dépenses de santé une part de notre richesse nationale qui nous situe derrière les États-Unis et l'Allemagne, au 3e rang des pays de l'OCDE, ce qui n'est quand même pas négligeable. 11,8%, avec un niveau de couverture très élevé, puisque le reste à charge en France reste assez faible, une vingtaine de pourcents, et c'est probablement le plus faible, alors avec un système double, la sécurité sociale et bien sûr les mutuelles, mais je sais qu'on y reviendra. Ça, ce sont les mots d'une autre note, parce qu'il faut citer tous ceux qui travaillent actuellement. Nicolas Revel, l'actuel directeur général de la PHP, travaille sur aussi un texte qu'il a produit dans une fondation. Et puis, voilà, ça c'est un joli petit dessin pour vous dire que le système français est mixte, vous connaissez. Collectivisation des recettes et façon libérale et mixte, public-privé, de les dépenser. J'accélère parce qu'on ne va pas passer... on n'est pas à la fac, n'est-ce pas, docteur? Alors, où est... Voilà. Dans le thème 1, la démographie, évidemment, vous en entendez parler tous les jours. C'est ce qu'a dit Madame la députée. On a beau dire qu'il faut raisonner à plusieurs années, n'empêche que tous les jours, on vous parle de désert médical, tous les jours, on vous parle de déséquilibre donc dans l'installation, etc. Donc, y a-t-il ou pas un problème de démographie? C'est ce que essaye de traiter ce thème 1, donc, et que Annie va suppléer là-dessus. Je vais lui passer le micro. Voilà, on souhaite augmenter le nombre de professionnels de santé. Alors, il faut bien le dire que notre débat percute une annonce, hein, et ça peut-être, on va faire, comme on dit, breaking news dans les chaînes d'information, puisqu'hier, il semblerait bien que le successeur de François Braun, enfin, entre-temps, il y a eu, je sais... Ouais, mais moins important. Donc, l'actuel ministre de la Santé, donc il ne sait pas pour combien de temps, Yannick Neuder annonce hier, je crois, dans les journaux, la suppression ou à venir ou imaginée. Peut-être qu'on vous laisse juste une minute pour réagir là-dessus. Numerus clausus, pardon. Oui, alors le numerus clausus est déjà supprimé. Hein. Ce numerus clausus créé dans les années 70 oui. Qui limitait le nombre de médecins. Alors il a été transformé en numerus apertus, qui était une bonne idée au départ. Mais ce numerus apertus, comme toute décision qu'on pourrait prendre demain, se heurte à un problème. Certes, il faut augmenter les formations, mais pour ça, il faut des formateurs. Et il faut des enseignants. Et d'ailleurs, laisser les facultés de médecine décider du nombre d'étudiants, c'est très très bien, à condition qu'ils le décident en fonction des besoins de leur territoire. Et on revient à une question territoriale. Mais encore faut-il qu'il y ait suffisamment de professionnels pour enseigner, suffisamment de professeurs, etc. Or, ce n'est pas le cas.
C'est encore moins le cas dans ma région, puisqu'on a le ratio en Lorraine le plus faible d'enseignants en faculté de médecine et de pharmacie et de maïeutique. Donc il faut augmenter le nombre d'enseignants aussi, mais un enseignant aujourd'hui, pour être professeur d'université en médecine, c'est 5 ans de sa vie. Hein, grosso modo, un stage d'1 an à l'étranger, de la recherche, etc., etc. Donc il faut aussi réfléchir à ça. Faut-il être un grand chercheur pour pouvoir être un bon enseignant? Probablement pas, il y a des valences différentes. Et là, on touche à ce que je considère un problème pour le ministère de la Santé, c'est que tout ça ne dépend pas du ministère de la Santé, mais du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et se heurte là aussi au financement d'autres domaines de recherche. Donc on voit bien que là, on a une complexité structurelle. Alors oui, il faut former plus, pas parce qu'on n'en a pas assez, on n'a jamais eu autant de médecins en France, hein. On a 200 000 médecins, mais le temps dédié, le temps médical a diminué, comme toutes nos sociétés qui travaillent moins longtemps. Donc pour compenser, on a besoin probablement de plus de médecins, mais surtout on a besoin d'interdisciplinarité, c'est-à-dire de transfert de compétences avec les autres professionnels de santé. Très bien. Alors on va avoir des réactions de Dani Livi-Mozicanacci. Donc il y a 3 articles qu'on a extraits de ce titre 1. Formation pluridisciplinaire, donc il faut former plus avec des augmentations de capacité et une réforme du parcours, notamment que notre ami Arnaud Chiche, le docteur, est très pointu sur ces questions-là. Il y a un autre article qu'on a extrait, c'est le 5, c'est la revalorisation des salaires et amélioration des conditions de travail, même si on sait, quand on est un expert des textes de loi, que c'est en général pas à l'intérieur de la loi que se situent les négociations salariales, évidemment, mais c'est donc une façon de mettre ça en avant. Et ensuite, par contre, ça c'est une orientation, un renforcement, on a fait le focus là-dessus, des effectifs dans le champ large de la pédiatrie. Il y a encore peu de temps, on nous disait à côté de moi que, eh bien, on ne trouve plus dans certaines grandes villes de France de pédiatres généralistes et difficilement à l'hôpital. Alors, avant qu'Annie, qui est donc, comme elle m'a bien soufflé dans l'oreille, médecin, oui, ça je sais, je sais, docteur, on va demander à Guillaume Dewèvre de réagir sur cette question de la démographie médicale. On a extrait 3 articles, mieux rémunérés, mieux formés, de façon plus nombreuse, très bien. Vous allez me dire, ce sont des généralités, mais ensuite, évidemment, le diable se niche dans les détails. Mais néanmoins, en termes d'orientation, comment vous voyez les choses au moment même où un parlementaire avec toute une série de parlementaires qui ont co-signé sa loi, il faut bien le dire, lancé une bataille, finalement, autour des questions de coercition? Alors, merci, Monsieur le Ministre. Cette loi de programmation, on l'appelle aussi de nos voeux. Pourquoi on l'appelle de nos voeux? Pour une raison très simple, ça apportera de la clarté et une ambition nouvelle pour un système de santé qui était, il y a maintenant 20 ans, en 2000, un des premiers systèmes mondiaux qui pointe aujourd'hui à la 25e place. Il est vrai aujourd'hui que la qualité de vie en bonne santé de nos patients tend à s'altérer. La qualité d'exercice des médecins, on le voit également. Il n'y a jamais eu autant de médecins qui souffrent de leur exercice. Et si on parle de chiffres, il y a plus de 100 000 médecins libéraux en France. Si on ne parle que du premier recours, on dit que 82 000 médecins sont des médecins généralistes. Mais sur les 82 000, 30 000 ont un exercice particulier, c'est-à-dire médecins exercices particuliers tels que l'ostéopathie, l'acupuncture, la musicothérapie ou autres. Seuls 52 000 médecins en France sont des médecins généralistes d'activité classique qui prendront en charge usuellement du nouveau-né jusqu'à la personne en fin de vie à domicile. Il y a aujourd'hui, et vous l'avez évoqué, je pense, un concours l'épine, on va dire, d'articles et d'amendements au sein de 2 propositions de loi, la proposition de loi Garot et Mouillet, qui ne sont pas là pour restaurer la confiance des médecins vis-à-vis des politiques et qui, je pense, même si le diagnostic peut être juste, aujourd'hui le système de santé fait qu'il y a une carence de soins auprès des Français. Il faut savoir qu'en 2016, 5 millions de Français n'avaient pas de médecin traitant. Aujourd'hui, nous approchons 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Si on pointe certains territoires, le premier désert médical en France, c'est l'Île-de-France. Si on prend la ville de Toulouse, qui n'est pas considérée comme un désert médical, Toulouse, c'est 500 000 habitants, 80 000
habitants de Toulouse n'ont pas de médecin traitant. Donc la France entière, en fait, est une zone en tension médicale. C'est un fait. Et pourquoi c'est un fait? Puisqu'il y a eu un défaut qui est effectivement qui date de plusieurs décennies d'aménagement du territoire. Les services publics ont fermé, les hôpitaux périphériques ont fermé. Ça, c'est un fait et on ne peut pas le reprocher aux médecins. On dit que les médecins ne sont pas régulés, mais ils le sont régulés finalement, puisque lorsque l'on passe l'internat, les régions, le nombre de médecins spécialisés dans chaque spécialité est déterminé par l'État. Par conséquent, la régulation existe par un concours que l'on passe chacun en 6e année. Cette régulation, il faut la rappeler parce qu'elle n'est jamais rappelée, mais c'est une réalité. Enfin, une autre réalité, et c'est une richesse pour nous, notre système de santé, c'est qu'aujourd'hui, 52% des médecins qui sont docteurs sont des femmes. Bien souvent aujourd'hui, en couple, mariés avec des conjoints ou conjointes CSP+, qui dans un territoire donné, qui a un désert médical, doit aussi pouvoir se projeter professionnellement et personnellement parlant. S'installer en médecine libérale, s'installer en médecine générale comme je le suis, c'est se projeter, c'est s'investir dans un territoire. Et quand un territoire a été abandonné par l'État, il faut bien comprendre que le médecin ne peut pas être le dernier huissier de la République au même titre que le maire. Je pense aujourd'hui que la question n'est pas le nombre, mais l'ambition est à l'attractivité pour que les médecins libéraux s'installent. Selon l'ONDPS, 25 000 médecins pourraient s'installer demain si les conditions étaient réunies. Le nombre de médecins, nous l'avons. La question, c'est une question politique. Est-ce que l'on passe de la défiance à la confiance? Est-ce qu'on est capable d'aborder un fait qui est une réalité? C'est que le tarif opposable, les actes, que ce soit NGAP ou CCM, la CCM, c'est une nomenclature pour les actes techniques, n'a pas été revalorisé depuis 20 ans. Les actes aujourd'hui médicaux en France sont totalement dévalorisés et n'ont plus aucun rapport avec le coût réel de la pratique. Et ça, pour les médecins, c'est un écueil. Il y a un double écueil. Vraiment, l'attractivité repose sur un double pilier. La confiance, le respect et malgré tout la valorisation juste d'une activité qui est une activité entrepreneuriale. Merci. Il ne faut pas tout faire en une seule fois. Ne vous inquiétez pas. Bon, alors, bravo. Je m'incline. Annie, tu voulais dire un mot? Oui, moi je voulais prendre la parole concernant justement cette démographie. D'abord, je crois qu'il faut quand même se rendre compte au niveau mondial, il y a un problème de démographie sanitaire. Et je crois que si on n'aborde pas la question de la France sans avoir la vision du monde, il manquera 16 millions de professionnels de santé en 2030 pour notre planète. Donc je crois qu'il faut qu'on arrive, et une loi de programmation peut prendre aussi en compte cette problématique qui touche nos territoires français, mais qui touche une planète. Et j'ai eu la chance, en tant que médecin hospitalo-universitaire que je suis, dans le CHU de Marseille, et je voudrais vous parler un petit peu. On a parlé de médecins libéraux, je vais parler un peu des médecins hospitalo-universitaires. Le CHU est en grande crise, et je vais aussi en parler. C'est qu'on m'a demandé d'être le grand témoin de ce qui était en train d'être mis en place en termes de formation du professionnel de santé par l'Agence française du développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous réfléchissons, mais sachez qu'il y a une réflexion beaucoup plus large qui se met en place au niveau de la planète pour savoir est-ce qu'il faut former des médecins comme on a toujours l'habitude de former, des infirmiers comme on a toujours l'habitude de former, des techniciens comme on a l'habitude de former, ou est-ce qu'il faut réinventer cette formation? Et ça, je crois que c'est important de donner ce prisme qu'aujourd'hui, et moi-même, pendant cette journée où on me demandait d'être grand témoin, j'ai appris beaucoup de choses. C'est qu'aujourd'hui, on peut changer beaucoup de paramètres et on peut recréer aussi de nouveaux métiers. Et personnellement, le métier de médiateur de santé, c'est un métier qui va devoir prendre place au milieu de cette pénurie locale, nationale et mondiale. Donc, ce qui est important dans une programmation de santé, lorsqu'on parle de démographie, c'est aussi pouvoir changer aussi de paradigme, de réflexion. Et ça, c'est en tant que la position que j'ai aujourd'hui m'amène à éclairer aussi les décideurs sur quelque chose qui doit changer, mais pas en faisant des petits bouts de chemin, mais en réfléchissant à cette formation. Et justement, je switch aussi
sur ce qu'aujourd'hui est notre formation. Nous avons, en tant que médecin, bien sûr, une formation universitaire. On a universalisé les professions citarisé les professions médicales. Est-ce que l'université, au jour d'aujourd'hui, est en capacité d'absorber ces métiers qui sont en total changement? Et mon métier, il y a 40 ans, n'est pas le même que celui que je fais aujourd'hui. Les jeunes ne veulent pas travailler comme nous avons souhaité travailler. Et Monsieur le ministre parlait justement de comment devenir un hospitalo-universitaire. Aujourd'hui, mon assistant, c'est pas nouveau. Ça date de la semaine dernière. Il me dit, mais attends, pourquoi je voudrais qu'il soit maître de conférence. Donc, un gros chantier pour lui. Il faut qu'il réponde aux engagements hospitaliers, aux engagements de recherche, aux engagements de formation. Mais aujourd'hui, le fait qu'il y ait une pénurie dans les hôpitaux lui demande de travailler pour 3 personnes. Donc comment veut-il, devant le doyen qui lui dit « vous n'avez pas assez publié », de pouvoir publier? Or, aujourd'hui, pour être hospitalo universitaire, ce n'est pas l'engagement hospitalier qui fait de toi un hospital universitaire. C'est tes publications et le nombre de SIGAPS. Donc on est encore dans une numérisation, quantification, etc. Et ce jeune qui a 25 ans, il me dit « mais moi je veux être médecin, je ne veux pas devenir auteur. Je veux ce soir pouvoir aller boire un pot avec mes copains. Je ne veux pas passer comme tu as fait toi, tes week-ends chez toi alors que tes enfants et ton mari partent au ski. » Et qu'est-ce que je lui dis? Ben non, il faut faire comme ça. Donc on est tous 3 ou 4 vieux hospitalo universitaires à lui dire « mais mon coco, si tu veux être hospitalo universitaire, et on a besoin de toi. » Parce que déjà, il y a... Voilà. Donc, si vous voulez, il y a tout un changement qui est en train de se mettre en place. Et je trouve qu'on ne prend pas assez en compte ce métier qui est en train de changer, une problématique qui nous dépasse parce qu'elle est mondiale et que nous, bien évidemment, qu'une programmation doit intégrer ces changements et ces problématiques. Voilà. Et ça, c'est, à mon sens, important de le signaler là. Merci Annie. François Braun veut faire un petit complément. Et puis après, on demande à nos 2 députés leur avis sur ce premier chapitre, on va dire. Voilà. Oui, alors quelques remarques très très courtes. J'ai vu dans une des diapositives, vous parlez d'un système de santé en crise. Alors moi, ça fait des mois ou des années que je me bats contre cette notion de système de santé en crise, puisqu'on l'aurait réglé si c'était simplement une crise. Hein, et je bats ma culpe sur la crise des urgences et les solutions mises en face. On a un système de santé qui est en mutation. C'est pas juste un phénomène, c'est pas juste un mot. La mutation, elle est inéluctable. On ne peut pas s'opposer à une mutation. On peut au mieux l'accompagner, favoriser ce qui marche, et puis lutter contre ce qui ne marche pas, la financiarisation et autres. Tout ça pour vous dire que la première des responsabilités, me semble-t-il, est de dire la vérité. Et la vérité, elle est, je vais encore me faire plein d'amis, hein, il n'y aura plus de médecins dans chaque village, il n'y aura plus de maternité dans chaque bourg, et il n'y aura plus de services d'urgence dans chaque petite ville. Je crois qu'il faut être bien conscient de ça. Le problème, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, arrêtons de raisonner par l'offre. Quels sont les besoins? Il n'y a pas besoin d'avoir un service d'urgence dans chaque petite ville pour voir une urgence médicale par jour, voire par semaine, et le reste du temps faire de la permanence des soins. C'est une autre structure qui doit être là pour ça, etc., etc. La problématique des maternités, entre sécurité et proximité, c'est ces vraies questions qu'il faut se poser. Quels sont les besoins? Et on ne va pas répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain avec des solutions d'hier. Ça, c'est certain. Il faut imaginer d'autres modèles. Eh bien, vous rejoignez, Monsieur le Ministre, parfaitement ce que disait Annie, mais sur l'organisation, et en effet, qui ne doit pas être bâtie sur l'offre, mais plutôt la réponse aux besoins et aussi la réforme de la formation. Alors, on avait fait un extrait, hein, c'est peut-être maladroit de notre part parce qu'il n'y a pas tout, loin de là, mais vous avez, c'est pour ça que je disais à Vincent Jeanbrun que là, je lui donne le gros pavé et puis Madame Spilbou partira avec aussi. Il y avait donc des questions comme l'attractivité au sens, en donnant du sens au métier. Donc, voilà, qui sont, vous voyez, chacun des articles sont travaillés de la façon suivante: un problème identifié, quelles sont les conséquences, quelles sont les mesures, mais aussi quelles sont les autres options possibles. Parce qu'on imagine bien qu'un parlementaire, quand il va se mettre à travailler, ben, il va regarder tout ce qui est possible, y compris... quand il va lancer une forme de... Je vais beaucoup vous embêter, hein, mais je vois quelque chose, moi, qui m'interpelle en lien avec la loi Jomier. Donc,
Jomier sénateur, qui Exact. a porté une idée qui est très bonne au départ, qui est le ratio soignant-soigné, dont je me souviens. Bon. Tout à fait. Mais là, c'est typiquement l'exemple de choses où il faut être extrêmement prudent. Dire qu'il faut tant d'infirmières et d'aides-soignantes pour tant de lits de services de médecine polyvalente est une absurdité. Pourquoi ? Parce que vous avez un service de médecine polyvalente qui fait de la médecine interne, les moutons à 5 pattes et des trucs extrêmement compliqués, qui a plutôt des patients jeunes et qui vont avoir une charge en soins qui est assez faible. Et un autre service de médecine polyvalente qui va avoir que des personnes âgées avec une charge en soins énorme. Donc ce ratio, si c'est une bonne idée, sa traduction, c'est un ratio non pas au nombre de patients, mais à la charge en soins. Et cette charge en soins, je pense sur le contrôle de l'infirmière, on sait l'évaluer. Voilà. On va y revenir parce que sinon on aura du mal je peux déjà. répondre en 2 minutes parce qu'on a été au Oui, Sénat mais je vais défendre te cette donner loi la avec un- parole, Audrey, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Donc oui, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, peut-être que, en tous les cas, le sénateur Jomier, son idée, c'était aussi une sorte de plafonnement, c'est-à-dire, c'était pas à temps de rentrer dans le détail à ce point-là, etc. Avant de donner la parole à Audrey sur ces aspects-là, c'était juste pour vous dire qu'en effet, on a donné de manière un peu comme ça arbitraire des éléments de ce qu'on peut trouver à l'intérieur de cette loi. Par exemple, là, on est à l'article 41, donc c'est quand même ce pilier de la formation et donc de la démographie médicale, infirmière, ambulancière, etc. Ça se retrouve à l'intérieur d'un grand nombre d'autres titres, puisqu'on traite de toute une série aussi de champs disciplinaires. Voilà. Allez, Audrey, alors, tu as 1 minute, pas 2. Je disais juste que quand on a porté cette loi avec le collectif Santé en danger, Arnaud à l'époque, et le sénateur Jomier, Parle plus près encore du micro. il avait été clair que c'était au cadre de chaque service de fixer leur ratio selon l'activité, justement parce que ce n'est pas la même dans tous les services de médecine polyvalente, par exemple, et que les parlementaires fixent à la base un ratio, dire dans un service de médecine polyvalente, je dis n'importe quoi, entre 6 et 10 patients par infirmière, et qu'après c'est affiné au niveau de chaque service et de chaque hôpital. Et c'est pour ça qu'il y avait un délai pour le mettre en place aussi de quelques années, et que ce n'était pas immédiatement demain, quand la loi sortirait, qu'on laissait un délai aux hôpitaux pour s'adapter aussi. Justement, c'est un cas intéressant. Certes, c'est une bonne idée, au sens que c'est un bon principe, et surtout, ça répondait à l'angoisse de plus en plus grande des professionnels, qui en avaient marre de se retrouver avec, comment dire, quelque chose d'intenable, quoi. Pour autant, une fois qu'on le déconnecte d'une loi plus globale d'orientation et de programmation, finalement, on se rend compte que souvent, des petites lois comme ça, elle n'est pas petite dans les conséquences, mais en tous les cas, elle est très sectorielle, ça pose difficulté parce qu'il y a des conséquences sur d'autres choses, sur par exemple la gouvernance, sur qui décide à l'intérieur d'un service, etc. À condition qu'on revienne à des services. Donc, Violette Spilbou, sur ce premier pilier, donc la démographie médicale, j'imagine que vous ne pourrez pas dire autre chose que vous soutenez le ministre actuel, donc il met fin au numerus apertus, enfin bref, qui essaie de corriger cette fameuse erreur qui date de quelle année ? 70. Dans les années 70, on a pensé... Non mais, Oui. je ne le fais pas ici, mais souvent je cite dans... Mince, alors ça j'ai oublié complètement. L'auteur exceptionnel littéraire et en même temps affreux parce qu'antisémite, là, comment s'appelle-t-il de la Céline, voilà, excusez-moi, j'avais un trou de mémoire. Céline, si vous vous souvenez, à un moment, il raconte, c'est dans le voyage, ou dans... Oui, c'est ça. Il raconte qu'il fait des études de médecine et que son logeur, qui l'accueille pour lui trouver un bout d'appartement pourri, etc., il dit « Ah, qu'est-ce que vous faites comme métier ? Médecin ?» Oh bon, là, je ne serais même pas sûr d'être payé, parce que de toute façon, ça ne gagne rien du tout, et ça n'a aucun avenir. Voilà, ça, c'est dans Céline. C'était pour vous dire, voilà. Moi, sur le sujet de la démographie médicale, j'ai beaucoup travaillé avec un professeur lillois qui est assez connu, qui s'appelle le professeur Philippe Amouyel, Oui, qui est spécialiste en santé publique, santé environnementale, et qui est aussi professeur enseignant à la fac de médecine à Lille. Moi, je pense que l'annonce, effectivement, du ministre actuel est positive. Il faut donner plus de liberté au choix des futurs étudiants en médecine. Et j'irai même plus loin. Je pense que
aujourd'hui c'est un concours national et qu'il faut trouver un moyen, et nous y travaillons à quelques-uns, trouver un moyen de régionaliser le concours. C'est-à-dire que quelqu'un qui pendant quelques années s'est installé, parfois a rencontré sa compagne, son compagnon dans la même fac de médecine, dans la même région, par exemple à Lille ou en Hauts-de-France, eh bien, une fois qu'il a fait quelques années là en tant qu'étudiant, eh bien qu'il puisse, lorsque le concours a lieu et qu'il y a un classement, choisir sa spécialité là où il a envie de travailler. Donc c'est un peu l'inverse de la loi Garot. Moi j'ai une conviction, c'est que pour renforcer la démographie médicale, il faut donner envie d'être médecin et faire tout pour que les médecins, les futurs étudiants aient envie de devenir médecins. Donc ça en fait partie. Donc je crois qu'il y a encore des sujets de régulation, mais dans le bon sens, à avoir pour en tout cas favoriser l'installation dans la région que l'on choisit. Et plus on libérera cela, plus à terme, dans le temps, je pense qu'il y aura de gens qui auront à nouveau envie de faire médecine. Je connais beaucoup d'étudiants à Lille qui sont excellents en physique, en mathématiques, qui réfléchissent à leur orientation et qui, par la façon dont Parcoursup et le concours de médecine est organisé aujourd'hui, renoncent à devenir médecin au profit d'ingénieurs et donc au profit des filières biomédicales. Donc moi, j'ai vraiment une conviction, c'est qu'il faut changer fondamentalement Parcoursup pour les études de médecine et avoir une vision extrêmement pragmatique sur cela. Puis deuxième point, j'ai eu en tant que députée l'occasion de visiter à Tourcoing un lycée professionnel qui forme des jeunes sur les métiers du paramédical, pas aide-soignant, mais tous les métiers autour du soin de la personne, les métiers hospitaliers autour des soignants. Et j'ai découvert à quel point, à partir de 15 ans, 16 ans, on peut déjà être dans la pré-professionnalisation dans ces métiers du soin qui sont si nécessaires à la fois au vieillissement de la population et aux besoins de santé. Et donc, je pense qu'il y a un énorme travail, et là, qui peut être accompagné par les maires, par les régions, de valorisation et de découverte des métiers du soin. C'est une responsabilité qui n'est pas que dans la loi que les parlementaires voteront, mais aussi dans l'ensemble des strates des élus locaux, pour que nos jeunes aient connaissance de ce qu'apporte le métier du soin, comme sens à la vie, comme intérêt, au-delà des sujets, bien sûr, de rémunération. Mais donner envie d'être soignant, c'est aussi quelque chose qui se travaille avec toute la société et qui est absolument fondamental. Voilà ce que j'avais à dire avant de vous laisser continuer. Et bien surtout laisser monsieur le député donner son point de vue sur un premier titre qui consacrerait les questions de démographie médicale, comme on l'a dit, infirmière, etc., en tous les cas ambulancier, sur la qualité, sur pourquoi pas la régionalisation, en tous les cas une réforme du concours. De toute façon, il va falloir avoir des idées parce que soit... on va voir de plus en plus la filière se tarir, c'est ce que vous disiez très justement tout à l'heure. Soit pire, je crois qu'on prendrait des mesures qui dégoûteront les étudiants de choisir ces filières. C'est en ça que je te rejoins. Je pense que dire aux gens on va vous imposer exactement où vous allez, vous n'aurez plus rien à dire, etc. Soit ils iront faire médecine ailleurs, ce que font déjà beaucoup d'étudiants français, beaucoup de Français partent en Belgique par exemple, soit tout simplement ils partiront dans d'autres filières parce que ça va les dégoûter encore un peu plus. Donc on a un défi et il est considérable. Je trouve très intéressant la piste de la régionalisation, il faut rentrer dans le détail, mais c'est quelque chose qui mériterait d'être étudié. Je me réjouis effectivement que le ministre de la Santé ait enfin été au bout de la logique, même si il va falloir aller encore plus loin. Une question, plus qu'un arbitrage ou un point de vue. Plusieurs fois, j'ai entendu que ce serait parfois plus simple de former un kiné, une infirmière, peut-être même un ambulancier, à monter en grade dans l'univers de la santé. Et je ne l'ai pas vu, ça, mais peut-être que j'ai pas lu tous les documents. Est-ce que vous, qui êtes les professionnels, vous jugeriez pertinent d'avoir une forme de filière d'intégration tout au long de la vie des professionnels de santé? J'ai entendu que c'était pas du tout le même métier. Pour à contrario, on m'a dit une infirmière, un médecin, c'est pas la même chose. Et par définition, un ambulancier et un infirmier, c'est pas tout à fait la même chose. J'ai vu qu'il y avait là-dedans des propositions pour que les infirmiers puissent faire des soins de premier secours, enfin un petit peu plus. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qu'on peut généraliser? Il y a des gens qui arrêtent très tôt les études de médecine mais qui ne vont pas au bout pour avoir le titre de médecin, mais qui vont devenir kiné, par exemple, ou qui peuvent devenir même dentistes, si on veut élargir la réflexion. Puis à un moment de leur vie, ils vont se dire, mais en fait, moi, j'ai envie d'aller plus loin, on manque de médecins, je suis prêt à reprendre les études, mais peut-être de façon adaptée, etc. etc. Je dirais, le bon sens paysan me ferait dire, en gros, n'importe qui se sent motivé, vu qu'on est en pénurie de médecins,
faudrait lui ouvrir grand les portes, grand les bras, avec évidemment une exigence professionnelle adéquate. Mais spontanément, moi, je serais pour. Mais n'étant pas expert, je profite de l'occasion pour savoir si c'est quelque chose qui serait à mon avis, positif et nature à renforcer la démographie des professionnels de santé. Je ne pense pas que ça laisse indifférent. Il va y avoir des points de vue. Juste une chose pour Violette Spilbou, juste au moment où elle s'en va, puisqu'elle a dit à un moment qu'il fallait que les gens aient envie, et pour le député Jean Brun, le hasard, parce que ça c'est des chiffres que je connais, quand on est au niveau de la 3e ou de la 4e dans les collèges, hein, et qu'on interroge les enfants, et notamment plus particulièrement les femmes, mais 50% veulent aller dans un métier dans le champ de la santé ou du soin, comme dit le ministre, de manière générale. Donc, vous avez raison tous les deux, parce que ça veut dire que c'est des gens qu'on perd. On les perd en route pour finalement, en effet, être angoissés par le grand concours de médecins, alors qu'il n'y a pas que ça, de médecine, pardon. Mais je pense qu'il y a des points de vue. Bon. Eh bien, bonne route jusqu'à... Je ne sais pas quel est le ministre qui est en promenade... Oh, pardon, non, qui est en déplacement. Ah, bon, il n'est pas en déplacement, il est chez lui, c'est ça? Ah, bon, d'accord. Bon, bien, écoutez, vous saluerez donc le garde, comme ils disent, entre magistrats. Une petite remarque pour répondre à monsieur le député. On a une problématique, alors je n'ai pas encore lu tous vos articles, hein, j'espère que ce sera évoqué dedans, qui est que globalement, si on parle des métiers du soin, entre Bac+10 et Bac+3, on n'a personne. D'où l'intérêt de développer ces professionnels que sont les infirmiers de pratique avancée. En tout cas, moi, je suis un inconditionnel des infirmiers de pratique avancée, qui, justement, sont cette évolution pour la profession infirmière, qui vont permettre d'avoir une activité différente et peut-être demain, effectivement, de rejoindre le métier de médecin. Mais ça, c'est déjà le cas, il y a déjà des passerelles. Mais en tout cas, il faut très vite développer ces infirmiers de pratique avancée. C'est 2 ans de formation en plus pour les infirmières, donc ça va vite. Quand on parle de réforme de médecine, il faut bien être conscient que c'est dans 10 ans que ce sera efficace. Donc ces IPA, il nous en faut. Il faut augmenter les spécialités. Il nous faut des IPA en gériatrie, parce qu'on pourra mettre une IPA en gériatrie dans chaque maison de retraite. Il faut des IPA dans diverses autres spécialités. Et ça, c'est un levier, à mon sens, majeur aujourd'hui. On en fait pas assez, et probablement, elles sont insuffisamment payées par rapport à leurs compétences. Et monsieur le ministre ? Ah ben, on ne vous autorise pas à parler, c'est moi qui donne la parole. Non, je plaisante. Pardon, je vous en prie, monsieur le député. Merci de m'avoir rendu la parole. Oui, pardon. Quand une infirmière devient infirmière, comme vous le disiez, en pratique avancée, est-ce qu'il y a l'évolution matérielle et salariale qui va avec? Parce qu'effectivement, 2 ans de formation, c'est lourd dans la vie d'une infirmière avec un rythme de vie qui est déjà compliqué. Est-ce qu'en fait le jeu en vaut la chandelle et est-ce qu'il y aurait là aussi une réforme à faire? Parce qu'en fait, il faut que chaque formation, au bout du compte, paye. Parce que si c'est juste pour avoir beaucoup plus de responsabilités et pas objectivement une récompense en face, je crains qu'on n'arrive pas à rendre attractive la filière. En termes de santé publique, ça paye, ce qui pour moi est déjà l'essentiel. Mais par contre, c'est très mal fait. Quasiment pas d'infirmières libérales vont vers IPA parce que justement, c'est 2 ans de formation. Donc on va retrouver des infirmières plutôt hospitalières. Bon, très bien, jusque-là, tout va bien. Simplement, la rémunération à l'issue, elle est quelques centaines d'euros à peine par mois pour beaucoup plus de responsabilités. Et puis la réponse qu'on fait dans les hôpitaux, c'est oui, mais on lui a déjà payé 2 ans d'études, on ne va pas la payer encore plus. Mais ça, c'est la vraie vie. Hein. Donc, non, il y a un véritable enjeu de payer mieux ces infirmières qui vont devenir IPA, parce qu'elles ont un rôle majeur demain dans notre système de santé. Alors, peut-être qu'il va y avoir 1 ou 2 réactions, mais après, il faut les faire quand même courtes, si vous voulez qu'on déroule les 4 autres. Mais je sais que c'est un sujet très sensible. Je connais un médecin bénévole qui exerce encore à près de 80 ans et qui dit « Oh, attention à l'exercice illégal de la médecine ». Mais il est par ailleurs fort sympathique. Monique. Alors, pour ce qui est de faire médecine alors qu'on est professionnel de santé dans le paramédical, il y en a très peu qui le souhaitent. Parce que le métier d'infirmière, que je connais bien parce que je l'ai pratiqué longtemps, est un métier totalement différent du métier de médecin. Moi, j'ai rencontré au cours de ma carrière un kiné qui a repris les études de médecine, seulement.
Mais effectivement, les IPA sont une aide effectivement intéressante à l'hôpital. À domicile, les infirmières libérales ne peuvent pas faire les études d'IPA parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers. Elles doivent payer leur caisse de retraite, elles doivent payer leur URSSAF, elles ne peuvent pas travailler en même temps qu'elles font les études. Et en plus, en libéral, elles n'ont pas de travail pratiquement. On fait, si vous avez des réactions, vous les faites super courtes pour qu'on puisse passer au deuxième thème, sinon on n'y arrivera pas. Juste comme ça, le kiné qui reprend aujourd'hui, je suis néophyte là-dessus, il reprend depuis le début? Ou est-ce qu'il y a une passerelle sérieuse qui vraiment lui fait un raccourci? Il y a une possibilité de passerelle, effectivement. Et il gagne combien de temps? Je ne sais pas. Il gagne 2 ans, me dit-on. Sur combien? Sur 10? Je voudrais réagir sur les, IPA. Alors, parce que j'ai déjà une vision tripartite, pour reprendre l'expression, puisque j'ai été soignante pendant 4 décennies et parlementaire pendant la 15e législature. Et actuellement, je suis bientôt directrice hôpital. Je termine mes études à l'École des hautes études de santé publique, sur lesquelles il y aurait beaucoup à dire sur ce qui a été dit précédemment. Simplement un point sur les IPA. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'à l'hôpital, elles sont payées davantage qu'une infirmière de soins généraux. Elles ont une grille indiciaire supérieure qui est à peu près approximativement celle des IAD. Cependant, leurs actes ne sont pas tarifés, ne sont pas pris en compte dans la tarification à l'activité. Ce qui fait que l'hôpital ne valorise pas l'activité des IPA, qui est extrêmement appréciée, même par les médecins qui étaient les plus rétifs. Ils se rendent compte de la plus-value que ça amène dans les services, de la qualité justement des interventions, des consultations et des prises en charge des IPA. Et là-dessus, il y a un plébiscite dès lors qu'une IPA arrive par la communauté médicale. Mais l'hôpital ne peut pas financer la formation vers des IPA, tout simplement parce que les actes ne sont pas encore pris en compte. C'est en train de changer. On espère que, comme pour toute chose en santé, ça va toujours très lentement au niveau gouvernemental, que cela évoluera rapidement. Mais c'est effectivement une piste essentielle, tout comme toutes les professions intermédiaires qui sont nécessaires parce que la société a changé, que l'on n'est plus dans cette dichotomie de la petite infirmière et du grand médecin, parce qu'on est désormais dans quelque chose qui est beaucoup plus fluide, gradué, granulé, et que l'on a besoin, lorsqu'on rentre dans des études supérieures, de savoir que l'on pourra évoluer, même si on choisit une formation qui n'est pas très longue, ou alors que l'on peut s'investir dans des études longues comme celle de médecine, tout en sachant qu'on pourra se reposer sur des professionnels sur lesquels il y aura davantage de transversalité. Alors, si le docteur veut réagir, il a droit à 45 secondes. Non, mais parce que sinon on ne pourra pas continuer. Il faut qu'on aille au bout des 5. Voilà. Il est important de comprendre que oui, les passerelles existent, elles doivent être renforcées. Il faut que le niveau de formation, par contre, préserve 2 choses. La qualité et la sécurité des soins. C'est fondamental. Et il ne faudrait pas, malgré tout, nuire à la qualité des soins pour augmenter la quantité. Ça, c'est un fait. Au sujet des IPA, il y a 2 types d'IPA, finalement. Les IPA spécialisés, qui travaillent prioritairement dans les hôpitaux, en oncologie, en gériatrie ou autre, sous supervision médicale, avec finalement une collégialité qui est en bonne intelligence, et les IPA praticiens ou praticiennes qui pourraient exercer en ville, en primo-prescription, en accès libre, pour recevoir les pathologies aiguës bénignes ou les pathologies chroniques stabilisées. Le problème, c'est que le patient, lorsqu'il vient vous voir pour que vous le soigniez, il ne sait pas lui-même se diagnostiquer une pathologie aiguë bénigne ou une pathologie chronique stabilisée. Donc la primo-prescription et l'accès direct posent question à un bon nombre de médecins. Je pense que c'est parfaitement légitime. Mais c'est un peu classique comme quand on s'adresse aussi aux urgences, etc. Non, mais attendez, on continue parce que sinon on ne pourra pas y arriver. Alors, on va d'ailleurs réunir 2 thématiques, ce qui va permettre de donner la parole à tout le monde. Attractivité et fidélisation, finalement, un peu, ce sont les 2 versants d'une même action. Il y a eu beaucoup de travail fait là-dessus parce que vous vous doutez que les syndicats, les collectifs, les associations dans le champ de la santé sont tous préoccupés par cette affaire-là. Donc, je vous passe en revue très très vite. Sur ce titre 2, attractivité, on avait donc, pardon, là je suis allé trop vite, on avait une série d'articles, voilà. Évidemment, une pensée toute particulière sur le champ des sages-femmes, donc que ce soit en libéral, il y en a quelques-unes, mais évidemment hospitalières. Il y a un article qui concerne le système de santé en ville, et c'est là où on peut bien sûr faire un lien aussi avec les CPTS, etc. Il y a un gros travail qui a été fait là-dessus.
Il y a dans les hôpitaux l'idée qu'on se sécurise mieux, que ce soit un jeune qui démarre, enfin je veux dire un jeune médecin formé, etc., dans un système pluridisciplinaire. Donc, il y a même si je sais que le docteur ministre est moyennement favorable à la logique de pôle, notamment dans les hôpitaux. Nous avions un article que nous avions sélectionné sur la reconnaissance et la valorisation des professionnels du médico-social. Là, on est un peu hors champ. Celui-là, on va le laisser de côté. Pourquoi ? Parce que le représentant, notamment de l'ANDAS et de l'Action sanitaire et sociale, n'a pas pu venir. Le président de l'ANDAS, d'ailleurs, est un homme des Hauts-de-France, puisqu'il est DGA social du département du Pas-de-Calais, pour votre information. Mais on a inclus tout un chapitre sur le médico-social parce qu'on pense qu'il y a un lien, et notamment Annie le sait très bien, pendant la période du Covid, comment les centres sociaux, etc., ont joué un rôle essentiel pour repérer les situations les plus critiques. Il y a donc en lien avec cette question de l'attractivité un autre thème qui est celui de la fidélisation. Les années d'ancienneté perdues, ça je pense que c'est un des combats du collectif Santé en danger et bien-être au travail, donc si quelqu'un dans la salle veut réagir, il ne pourra. Il y a toute une série de pathologies spécifiques aux soignants, des troubles musculo-squelettiques notamment, les risques psychosociaux évidemment comme dans toutes les professions désormais, ça a été dit ce matin sur d'autres aspects, la récupération obligatoire et la formation à la gestion du stress, donc la prévention des violences envers les soignants, c'est un problème malheureusement de plus en plus lourd. Voilà. Donc on avait sélectionné cet article. Je vais faire plus vite que prévu parce que le temps tourne. Je vais demander donc sur ces questions-là, donc c'est Karine Barrel, c'est ça ? Oui. Vous allez nous redire ce que vous faites dans la vie, ainsi que Audrey, puisqu'elle parle aussi du moment où elle a été elle-même à l'hôpital. Et puis après on parlera avec les cadres ou futurs cadres, c'est-à-dire à Mme Bouraba et Mme Chapelier, qui vont pour l'une continuer à diriger un hôpital, en tous les cas pour partie, et l'autre devenir patronne d'hôpital. Donc vous voulez attirer les meilleurs et vous voulez les fidéliser. Il y a toute une série de mesures autour de ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et est-ce que vous pensez qu'une loi de programmation et donc l'appui des parlementaires pour tout ça vous serait utile ? Allez-y. Alors moi, j'ai une casquette un peu particulière dans le sens où moi, je suis une patiente partenaire, donc venant pas du tout du monde de la santé, bien évidemment. Je le suis devenue en ayant des problématiques de santé. Je me suis formée. Je suis sur la région donc, du Grand Est. Diplôme universitaire du partenariat engagement du patient dans le système de santé à la faculté maïeutique de Nancy, première promotion. Et ayant plusieurs casquettes depuis, puisque très investie et passionnée par la santé. En tant que patiente, en tant que père aidante, j'interviens aussi aux IFSI, j'interviens dans les masters d'affaires médicales à l'Université Paris-Cité. Je suis aussi au sein d'un conseil d'administration du DAC. Enfin bon, j'ai fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, je dirais qu'on a les problématiques, en effet, pour fidéliser, au niveau de l'attractivité, on voit bien, et comme le disait le docteur, en fait, on a un problème de territoire. Moi, quand je travaille en tant que référente d'éducation thérapeutique en Champagne-Ardenne et que je suis donc employée sur une association qui est sur le Grand Est, on voit bien qu'en fonction des territoires, et en Moselle, donc je connais un petit peu aussi, on voit bien que c'est à faire en fonction des territoires. Au niveau des attractivités, on voit bien que bizarrement, certains territoires attirent beaucoup. Et on est en train d'avoir des déserts médicaux qui se creusent au fur et à mesure. Il y a des patients qui font des kilomètres pour être soignés. Moi, j'ai ma casquette un peu de dire, oui, c'est bien, mais toute cette population qui vieillit, cette population du handicap, comment on va la gérer ? Comment on va réussir ? Et j'ai bien aimé quand Madame la députée a dit à un moment donné, redonner l'envie. Mais oui, parce qu'on parle beaucoup de réhumanisation des soins. Je veux bien, cette expression est magnifique, mais on est tous des humains à un moment donné. Donc réhumaniser, oui, redonnons du sens, et ça me paraît essentiel au jour d'aujourd'hui, aux professionnels qui sont quand même beaucoup en souffrance. Il y a des médecins, oui, mais je dirais qu'il y a une répartition qui se fait mal, excusez-moi, au niveau national. Et les parlementaires sont d'une aide plus que précieuse au jour d'aujourd'hui pour nous. Si on prolonge ce que vous dites, ça rejoint ce que disait l'ancien ministre et docteur, et à ma droite, sur le fait que finalement les problématiques sont loin d'être les mêmes selon les endroits du pays, sur ce qui était dit aussi en matière de régionalisation, et donc on va y revenir en matière de gouvernance. Donc Audrey, et puis ensuite nos cadres de santé.
Oui, merci Stéphane. Je voulais quand même saluer ces articles dans cette loi de programmation santé, même si elle n'est pas, si elle est toujours perfectible. Mais par rapport à la loi que la FHF propose, je trouve super que le soin professionnel de santé, aux soignants au sens large, ait été mentionné et pris en compte, parce que ça aidera assurément pour l'attractivité. Si on diminue les risques psychosociaux, si on forme à la gestion du stress, etc., on en perdra moins en route, et c'est le but. On ne peut pas en former à foison, comme on a dit. Il faut transformer les métiers, je suis d'accord avec ce qui a été dit avant, aller plus vite et peut-être plus loin, réfléchir tous ensemble, mais aussi garder et fidéliser ceux qui sont là. Et ça, c'est très important, et je trouve que ces articles tombent à point. Merci, et merci d'avoir fait court, Audrey. Donc, Amama Bouraba, vous avez écrit un livre, excusez-moi, j'ai perdu le titre, mais votre titre était très sympa. Amama, c'était quoi votre titre? Fonctionne, oui. C'est bon, vous m'entendez? Oui. C'était le rendre le soin aux soignants. Voilà, c'était un peu après la période et la crise Covid, etc. Donc, vous êtes, et puis avec votre droite, une future directrice d'hôpital, et qui donc ignore rien des questions des territoires, puisqu'elle a été parlementaire. Vous avez à diriger ces hôpitaux. Il faut non seulement attirer, j'allais dire pas forcément toujours les meilleurs, parce qu'à un moment, ils seraient tous au même endroit, mais il faut en tous les cas attirer des professionnels, et il faut les conserver. C'est quoi votre plan de bataille, et en quoi une loi d'orientation ou de programmation de moyens vous aiderait? Elle est d'abord essentielle. D'abord puisqu'il faut anticiper plutôt que subir. Donc le plan de programmation justement permet d'anticiper sur plusieurs années, ne serait-ce que l'investissement par exemple, un peu comme l'armée au niveau militaire où on a un plan d'investissement pluriannuel, mais également les formations. Donc elle doit aussi s'anticiper et ne pas attendre effectivement chaque année, chaque concours avec soit des numerus clausus ou apertus, mais en tout cas veiller à ce que les besoins nécessaires soient identifiés sur chaque territoire, et ensuite faire les concours. Il y a des concours là qui ont eu lieu récemment au niveau des PADU par exemple. On a vu donc ces médecins étrangers qui sont là pour certains depuis 20 ans, 30 ans, qui sont parfois chefs de service reconnus par la communauté hospitalière et qui n'ont pas forcément eu le concours, soit parce qu'il était excessivement a priori cette année pointu. On a vu qu'il y avait une mauvaise répartition au niveau des besoins sur l'ensemble du territoire. Donc les dotations, elles ont été mal anticipées avec le nombre de postes ouverts, alors que les postes sont déjà pourvus par ces personnes, ils sont postés. Donc c'est qu'il y a effectivement il y a quelque chose qui ne se passe pas entre le terrain et puis l'administration, visiblement. Donc ça crée effectivement des tensions. Au niveau des soignants, effectivement, on a beaucoup eu de plans, parce que je vois la prévention des risques psychosociaux, qui a été un plan d'investissement avec les AIQ, donc c'est les investissements du quotidien, où on a acheté des cafetières, des baby-foot, etc. Mais ça n'a pas réglé, au fond, le problème. Ces sortes de gadgets qui ont, en fin de compte, permis peut-être un peu de soigner un peu son chagrin en se disant on va investir, alors que les soignants ne demandent pas ça. Au fond, c'est comment on les accompagne sur leurs organisations, sur l'évolution aussi des patients. Il y a une violence sociale qui se répercute dans les services en tension, comme les urgences ou la psychiatrie, qui est l'un des parents pauvres du système de santé, où cette notion au fond de violence n'est pas mesurée dans la prise en charge des soins, puisqu'on mesure la technicité du soin. C'est la tarification à l'acte, entre autres, où on fait attention à la technicité et plus du tout, en fond, aux soins. C'est comment on prend soin et comment, au fond, les soignants mettent une part d'eux-mêmes, au fond, dans leur métier. Et c'est comment on jauge, au fond, et on accompagne les soignants à prendre soin d'eux-mêmes aussi, et à un moment, savoir aussi se mettre en retrait, parfois dans les moments de tension ou de crise, et avoir des relais dans l'équipe. Donc la notion de pluridiscipline, pardon, voilà, je bug à chaque fois, chaque année sur un mot, est essentiel, puisque c'est un travail d'équipe en premier lieu. Rappelez où vous exercez.
Je suis directrice adjointe à l'hôpital Paul Guéraud à Villejuif. Donc voilà. Monsieur le député, nous sommes voisins. Voilà. Qui est spécialisé en psychiatrie. Merci beaucoup. Donc Annie ou Anne Chapelier, Annie Chapelier. Donc vous avez été parlementaire, vous allez devenir dans peu de temps, hein, c'est ça, cadre ou directrice, je ne sais pas, d'hôpital. Vous verrez bien où, ou vous savez déjà? Non, je ne sais pas encore. Là aussi, vous avez une loi qui peut éventuellement commencer à se discuter. Vous vous appuyeriez sur quel élément pour attirer, fidéliser? D'abord, une loi d'orientation et de programmation, c'est quelque chose qu'on appelle de nos voeux depuis de longues années. Lorsque j'étais parlementaire, moi-même, j'en avais proposé pour répondre à votre taquinage de tout à l'heure. Et je dirais même que l'un des points essentiels qu'a souligné le Dr Braun, c'était le manque de prévention qu'il y a dans notre système de santé, et qu'une loi d'orientation et de programmation, c'est déjà une forme de politique de prévention. Et c'est une réponse politique à la prévention, justement, d'établir ce type de loi. Cette réforme, elle doit se baser, se reposer sur les métiers qui sont dans cette profonde transformation. Et tout établissement est adossé, enfin, que ce soit un CHR ou un CHU, est adossé à des instituts de formation des métiers de la santé. Et parmi les métiers de la santé, il y en a beaucoup qu'on l'on néglige et qui sont essentiels à faire évoluer. Ce sont tous les métiers dits de la base, les aides-soignants, les auxiliaires de périculture, etc., les ambulanciers que vous avez nommés, sur lesquels on peut énormément évoluer et amener des réponses aux besoins de santé de la population qui vont croissant, parce qu'on n'a pas besoin de mettre un médecin derrière chaque patient, mais par contre, en fin de vie ou lorsqu'on est en situation de précarité, on a besoin d'avoir des personnels comme cela formés, et c'est un univers qui est extrêmement attractif pour beaucoup de gens. Qu'est-ce que je pourrais dire sur le texte, la loi globale qui est proposée? Il y a beaucoup d'idées qui ont déjà été portées. Il y a des besoins qui sont évidents, mais surtout, on a besoin d'aller au-delà que de réfléchir à des textes parlementaires. On a besoin de porter à travers des associations, comme on le fait ici avec G500. On a besoin avec Idéal Citoyen, mais également par toutes les associations en général, parce que c'est également une forme démocratique qui est essentielle. Et c'est souvent de là que viennent les choses qui sont les plus portées. Et peut-être qu'une des réponses à l'attractivité, c'est quelque chose qui est déjà inscrit dans la loi RIST, c'est-à-dire le management participatif. Là où les établissements mettent en place un management participatif, et en tant que futur manager de santé, j'y suis extrêmement sensible, le mettent vraiment en application. On a des réponses. On a des personnes qui viennent travailler parce qu'on crée des conditions de travail qui sont agréables, parce qu'on écoute la base, comme on le dit, le terrain. On prend en compte les ressources que l'on a sur le terrain, que parfois on ignore. Je vais vous donner un exemple très bête. Je viens de faire un audit sur des secrétariats, et il y a parmi ces secrétaires dans un établissement de santé une secrétaire, une aide médico-administrative, comme on les appelle maintenant, qui n'est même pas à bas d'ailleurs, parce que c'est un concours, c'est devenu très compliqué ce que sont les secrétaires. Elle est simplement attachée hospitalière et adjointe administrative, pardon, autant pour moi. Eh bien, cette personne a un passé de juriste, et elle met ses compétences de juriste au service des résidents, puisqu'elle travaille dans un EHPAD. Et elle aide les familles à remplir les feuilles d'impôt, elle les aide à trouver les placements, elle les aide dans toutes les démarches sociales. Elle est inspirée par cela, et pourtant elle n'a que ce poste-là. Et ce poste-là n'est finalement pas valorisé, et c'est un manque pour l'hôpital. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir détecter et reconnaître chez les personnes. Si on veut qu'ensuite ils aient envie de venir travailler chez vous, il faut savoir reconnaître leurs qualités, qui sont parfois autres que le simple diplôme qu'ils peuvent brandir. C'est bien plus que cela, un soignant. C'est quelqu'un qui a une notion plus générale. Le fameux One Health, il s'applique à tout, et même au recrutement. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte tout ce qui est propre aux vivants. Et nous sommes avant tout des êtres vivants. Je suis inquiet pour le futur hôpital, parce que j'ai l'impression que vous allez vous représenter, moi j'ai l'impression, aux prochaines législatives. Mais c'est bon, c'est une impression, hein, comme ça. J'ai écrit un livre, justement, qui parlait de la profonde crise démocratique dans laquelle nous sommes. Et je pense que les réponses sont bien plus que dans la représentation, comme elles le sont actuellement dans la démocratie, mais bel et bien à travers le monde associatif, et tout simplement l'investissement de chaque citoyen. Taquin, hein, madame. Oui, vous êtes
très taquin, mais des fois, la taquinerie, ça fait du bien, un peu d'humour Je dans ce repasse monde si sérieux. la parole à François Braun, ancien ministre, pour réagir sur ce blot-là, comme on dit de temps en temps, c'est-à-dire attractivité, fidélisation. Alors j'ai un problème, c'est qu'en un an au ministère, j'ai pas réussi à apprendre la langue de bois. Donc ce que je vais vous dire, ça va pas forcément vous faire plaisir, mais moi ça me va pas du tout cette partie-là et ces articles. Pourquoi ? Parce que je vois plein de demandes catégorielles que je connais par cœur. Et on ne peut pas, dans une loi de programmation de santé, en tout cas dans mon esprit, mettre des articles sur des demandes catégorielles. Il faut réussir à monter au-dessus de la mêlée et avoir quelque chose de beaucoup plus global. Alors, une fois que je dis que je critique, c'est bien, mais je le dis là, devant tout le monde, je suis à votre disposition si vous voulez qu'on retravaille certaines parties. Mais vraiment, je pense qu'il faut prendre de la hauteur et pas faire que du catégorie par catégorie. Parfait. Bah, écoutez, je vous libère 5 minutes pour les besoins de la grande presse. Et voilà. Alors... donc vous avez entendu, il y a du boulot, mais les anciens ministres, notamment donc François Braun, est donc d'accord pour travailler avec nous, mais j'ai compris aussi les parlementaires. Vincent Jeanbrun, sur ces aspects-là, c'est à vous pour 2 petites minutes et après on fait la dernière partie. Toujours le même principe, c'est attirer, fidéliser, etc. à l'hôpital, mais aussi en ville, avec des formes d'organisation comme les CPTS, etc. Dans une loi d'orientation, vous verriez quoi comme principe majeur ? Vaste question, je pense que je suis plus là pour écouter que vous... Alors vous venez d'entendre François Braun, donc vous supprimez les articles comme ça. Non, ce qui m'intéresse, moi, là, c'est plus mon expérience de maire pendant 10 ans, c'est que au fond, il va falloir qu'on réglemente un peu les choses parce que maintenant, on se fait une concurrence acharnée entre villes pour essayer d'attirer des professionnels de santé, avec en plus des professionnels de santé installés depuis longtemps qui disent « mais attendez, moi je paye le loyer, etc. » Puis à côté, vous mettez une maison de santé municipale où tout est gratuit. Moi, j'ai éventuellement une plateforme pour je sais pas, prendre mes rendez-vous, les gérer, etc. Il y a quelque chose qui mériterait, à mon avis, d'être pensé à une autre échelle que simplement la guerre entre communes. Ce qui est sûr, et ça me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure, on n'a plus du tout dans la nouvelle génération des gens qui envisagent le métier de la même façon. Et à La Île-et-Rose, on a un centre municipal de santé où les médecins sont salariés de la ville et ils viennent vraiment faire pile poil le nombre d'heures qu'ils veulent. Pareil pour les infirmiers. Et là, on a l'impression que c'est ce qui les attire le plus que le centre de santé où en fait, indépendant, on va mettre les locaux à disposition, mais on les laisse gérer de manière totalement indépendante. Et au fond, ça interpelle. Et j'avoue qu'en tant que législateur, je ne suis pas encore extrêmement tranché sur ce qu'il conviendrait de faire. Mais au fond, le métier de santé à la carte, c'est, en tout cas de mon expérience, ce qui intéresse le plus par rapport à effectivement des contraintes comme on l'évoquait tout à l'heure. Maintenant, moi, je découvre, c'est presque une frustration de ne pas avoir lu le rapport avant, parce qu'on aurait pu être plus pertinent encore dans nos réactions. Mais en tout cas, c'est très enrichissant. Je me permets de vous couper. C'est quand même le début d'un processus. Bien sûr, vous avez compris qu'il n'y aura pas de loi et de programmation dans les 2 mois qui viennent. Ah mais là, je rentre à l'Assemblée, je dépose tout ça. Moi, c'est bon, c'est réglé, c'est fait. Ouais, écoutez, parfait. Non, du tout. Même mais pas de copyright. C'est très très riche pour le coup. Et à ce stade, je préfère laisser la parole aux autres et c'est préparatoire en tous les cas. Alors, on va pour rester à peu près dans les temps, et puis François Braun va nous revenir. Il est 16h16. Oui ? Vous vouliez réagir ? Allez-y, mais 1 minute, parce qu'après, on a gouvernance et budget. Donc, fermé. Voilà. Ah, si, bon. Je voulais juste réagir, mais c'est dommage qu'il soit parti, il revient. François Braun. Mais par rapport, je pense que du coup, la technobureaucratie l'a un petit peu, comment dire, peut-être dévié de son métier de médecin, mais il est essentiel, par rapport aux soignants, c'est de les rémunérer convenablement. Que ce soit les médecins ou que ce soit les soignants. Même si le Ségur a apporté effectivement des primes, des augmentations qui n'ont pas été financées à l'hôpital public, quand même, il faut aussi le rappeler, parce qu'il y a eu des promesses, mais elles n'ont pas été tenues jusqu'au bout. Nous sommes quand même, au niveau de CDE, les plus bas, je veux dire, au niveau des rémunérations des soignants, des médecins, notamment hospitaliers. Donc c'est important de dire, si ça ne doit pas apparaître dans un projet d'un article, en tout cas, c'est essentiel. Je veux dire, dans l'attractivité, c'est un des éléments premiers
Je crois que François Braun a voulu voulu dire, mais non, mais c'est pas ni pour le défendre, ni vous avez bien raison de dire que c'est essentiel, mais il n'a pas voulu dire de manière un peu techno, ça n'a rien à faire dans ce type de loi, etc. C'est plutôt que, et là je pense qu'il a raison, alors bon, maintenant je peux me dévoiler un peu, je fus dans le passé conseiller du ministre de la Santé, donc je ne vous dirai pas lequel, vous n'avez qu'à chercher. J'avais tous les jours une profession dans mon bureau, tous les jours. Oui. Parce que tous les jours, quelqu'un voulait les kinés, les radiologues, les machins, enfin bref, il y en avait tous les jours pour avoir ça en plus, ça en plus, ça en plus. C'est vrai que, c'est ce que j'ai dit au tout début, les négociations salariales, etc., enfin, et indemnitaires et tout ce qui va avec, elles n'ont pas leur place dans une loi de programmation parce qu'elles sont en général discutées ailleurs et puis elles sont d'ailleurs discutées chaque année. Je ne pense pas que vous accepteriez qu'on vous dise bon ben voilà pour 15 ans et puis maintenant on n'en parle plus pour solde de tout compte. Donc ça veut dire que ce qui est intéressant c'est les choix, les priorités. Ça, oui, c'est-à-dire que toutes les pathologies, toutes les formes d'organisation et évidemment après pour le faire fonctionner tout ça, et en ville et à l'hôpital, il faudra bien sûr des professionnels. Et donc, pour voilà. Donc, je pense que c'est un peu ça qu'il voulait dire, mais tout se discute. Alors, Audrey n'est pas d'accord. Non, c'est parce qu'il me l'a dit avant et je pense que c'est parce donc qu'il y a des infos, tu as un scoop, vas-y Audrey. Non, parce qu'il y a des articles spécifiques ambulanciers ou spécifiques sages-femmes. Oui. Et je pense qu'il faut vraiment pas cibler par profession et faire... C'était surtout ça. Mais pour rien vous cacher, Nicolas Revel, DG de la PHP, a dit un peu la même chose. Il a dit faites attention pour plus de pertinence, débarrasser des aspects trop catégoriels. Mais il faut aussi dire qu'encore une fois, que c'est le réceptacle. Oui, mais non, point. Il ne faut pas passer l'étape du fait qu'on est le réceptacle aussi de ce que la profession attend. Voilà. En revanche, si vous me permettez, moi je suis surpris par ce que vous dites en me disant les négociations salariales, c'est pas dans du pluriannuel, mais au contraire. Enfin, si on veut vraiment attirer la profession, leur garantir une indexation sur l'inflation, leur garantir... Les objectifs sont pluriannuels. C'est ce qu'on a fait, et on est loin du compte, avec les enseignants, par exemple. Il y a un certain nombre de sujets où il faut absolument... Enfin, je veux dire, on parlait tout à l'heure du pluriannuel sur l'investissement, c'est fondamental, c'est la clé. Mais heureusement qu'on fait du pluriannuel sur le budget de fonctionnement, la masse salariale, parce que sinon on n'y arrive pas. Mal exprimé quand je disais ça, c'était le fameux solde de tout compte, ça existe aussi. Vous connaissez pour les infirmiers, par exemple, la tarification, elle a été mise au point et 15 ans plus tard, elle n'a toujours pas bougé parce qu'on considère que c'était pour solde de tout compte, c'est-à-dire que ça valait pour des années et des années. Et c'est comme ça qu'on se retrouve encore avec des infirmières qui ont un kilométrage automobile moins cher qu'un médecin. Vous allez m'expliquer comment on fait pour qu'une voiture... Ce qui prouve d'ailleurs qu'il faut penser global et pas catégorie par catégorie. Ça, voilà. Et en ça, le ministre a raison. Mais pour le coup, moi j'aimerais qu'on donne de la visibilité, qu'on se pose des vraies questions. Les deux aspects sont complémentaires. On a choisi en France d'indexer les retraites sur l'inflation. Tous les pays ne le font pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une revalorisation automatique d'un certain nombre de frais, enfin de rémunération des professionnels sur ça? Quand je dis ça, je n'ai pas le premier euro pour le financer. Hein. J'ai bien conscience qu'on ne sait pas le financer aujourd'hui. Pour l'instant, vous n'avez pas la doctrine, car aucun si on se gouvernement pose la question de cette façon-là, on réattire le métier. Enfin, je pense qu'on rend attractif le métier. On donne de la visibilité, ça permet aux professionnels de santé de se projeter également et de se dire si pendant 10 ans il y a une inflation record, mon pouvoir d'achat ne va pas fondre, mais je sais que je vais pouvoir garder un niveau de vie correct. Et après, c'est un débat de société. Est-ce que c'est là où on a envie de mettre en priorité notre argent ou ailleurs? Mais c'est des questions qui, à mon avis, valent vraiment la peine d'être posées. Ce qui n'empêche pas de demander à l'hôpital de faire des économies sur certaines fonctions qui sont peut-être un peu trop bureaucratiques. Enfin, je ne suis pas en train de vous dire on finance tout et n'importe quoi sans regarder. Non, mais quand même, permettre de se projeter de façon pluriannuelle sur la masse salariale, ça me paraît une absolue nécessité. On doit se projeter, et en effet, sur des priorités, vous avez parfaitement raison. Simplement, il y a un principe en France, pour l'instant, en tous les cas, pour l'État notamment, c'est que l'État ne fixe pas d'augmentation indexée sur le coût de la vie, etc. Vous le savez, ce sont des négociations qui ont lieu tout le temps et qui sont des négociations avec les syndicats. Il y a des années où le point d'indice ne bouge pas, voilà. Et il se trouve que dans une partie des métiers du soin sont donc portés par des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, une des trois fonctions. Je sais bien, mais en tout cas, se poser la question serait intéressant. Oui, et puis, il pourrait y avoir une distinction entre le point d'indice qui est pensé de manière un peu différente et puis les actes.
Ça peut être ça aussi, la consultation, on la fixe à temps, et ensuite on sait qu'elle sera revalorisée. Et il y a des pondérations, il y a plein de choses qui peuvent être regardées quand on rentre dans le détail. Et encore une fois, ce n'est pas un appel que je lance avec vous, mais je me dis, si on se dit un jour que notre société elle doit mettre le paquet sur la santé, ben, posons-nous la question, vraiment, et de façon pluriannuelle. Ce que je retiens de plus, bah, c'est qu'avec notamment l'autre Vincent Delahaye aussi, bah, je pense que là, on va pouvoir s'appuyer pour vos travaux sur ces questions, parce que je pense que vous avez raison, il s'agit d'un vaste chantier. Et sans faire de fausses promesses, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, d'un point de vue sociétal, la société ne sait pas financer ça. Mais si on se mettait autour de la table, peut-être qu'en disant aux Français, c'est ça qu'on voudrait faire, mais ça implique de trouver les financements ailleurs, où est-ce qu'on les prend ? Ça vaut le coup. Est-ce que je peux rajouter un mot concernant ce que vous venez de dire sur le paquet qu'il faut mettre sur la santé, justement. En santé publique, il y a 4 déterminants que le professeur Lévy connaît bien. Il y a l'hérédité, sur lequel on ne peut rien faire. Vous l'avez pas. Il y a les comportements, l'environnement, et ensuite le système de santé qu'on vous propose dans votre pays. Quand on voit qu'on augmente monétairement le système de santé, eh bien on se rend compte que même si on met beaucoup d'argent dans le système de santé, on n'améliore pas la santé publique. Les 2 seuls indicateurs, les 2 seuls déterminants sur lesquels on peut faire évoluer la santé publique, c'est en changeant les comportements. Donc là, on a toutes les contraintes individuelles, parce qu'amener quelqu'un à changer de comportement, c'est très compliqué, tout simplement. Et l'environnement, sur lequel on a un vrai pouvoir en tant que politique comme vous l'êtes, en tant que directeur de quoi que ce soit, en tant même que citoyen. Et là, on peut réellement jouer. Si vous voulez, la réponse à la santé, à mes yeux, je vous dirais que c'est l'écologie, tout simplement, avec un grand E, celle qui prend soin des autres, prend soin de son environnement, et c'est celle-là qui n'est pas nécessairement quelque chose de coûteux, mais qui est tout simplement un choix politique à faire, tant individuellement que collectivement. Donc, Annie Chapelier, vous avez fait votre conclusion. Et si vous me permettez juste, moi je partage cette ambition, c'est pour ça que je m'intéresse à la santé orientale. Plus que 6 minutes. Vous avez la chance parce que je pars dans 2 minutes, c'est pour ça que je alors, aussi. On va vous mais si peut-être juste pour répondre à ça, sur la question environnementale, c'est fondamental, mais pour faire changer le citoyen, c'est bien si on a des infirmières scolaires, c'est bien si on a des sages-femmes à proximité, c'est bien si on a la capacité d'accéder aux soins régulièrement. Et là, aujourd'hui, il faut qu'on lutte contre les déserts médicaux. Donc, on revalorise le métier de soignant, quel que soit le niveau. Et pour ça, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi donner de la visibilité en matière de pouvoir d'achat. Allez, monsieur le député, vous n'allez pas lâcher le micro, parce qu'avant qu'on donne la parole à François Braun sur les questions de gouvernance et des questions budgétaires, ça n'aurait pas plu à Vincent Delahaye, parce il vous reste 1 minute pour parler d'argent, donc ça ne va pas. Voilà. Donc, gouvernance. Nous, on a un petit pavé dans la mare. Annie, si tu veux, rester avec nous. On a un petit pavé dans la mare, c'est qu'on dit le fonctionnement national et le fonctionnement partie du sommet de l'État et via les ARS qui sont quand même pilotés, quoi qu'on en dise, par l'État au plus haut niveau. On aimerait que le système évolue vers quelque chose de plus régionalisé. Je n'ai pas parlé de déconcentration ou de décentralisation, puisque c'est un débat qu'on ne peut pas trancher comme ça en quelques minutes. Mais pourquoi les régions, par exemple, n'auraient pas, dans la gouvernance des hôpitaux, une place importante, comme on a su leur trouver pour les lycées, par exemple, etc. Pourquoi, sur des questions bâtimentaires, d'investissement, d'informatique, etc., on ne pourrait pas faire ça? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, il faut que vous arriviez à faire ça le plus vite possible parce que vous êtes pressé. Comment on finance une grande loi? On demande une plus forte contribution aux patients. On augmente toute une série de points de ressources à l'intérieur du PLFSS pour financer. Ou on crée quasiment un emprunt national, au moins en tous les cas pour toute la partie d'investissement. Qu'est-ce que vous privilégiez à l'heure où on se parle dans le pays? Qu'est-ce qu'il pourrait passer comme mode de financement des nouvelles dépenses? Puisque nous, on a estimé notre plan sur 5 ans à un peu plus de 12 ou 13 milliards, je crois. Voilà. Alors, vu le contexte, je ne crois pas beaucoup à la dette, surtout si on est dans une logique de pérennité. J'ai du mal à croire dans le contexte actuel que faire contribuer plus le patient, en tout cas de manière générale, ça ne veut pas dire qu'à la marge on peut en faire contribuer certains un petit peu plus, soit la solution. Donc ça ne nous laisse pas beaucoup de voix. Et je dois avouer que je savais que le pays était mal en point financièrement. Certains disaient depuis un moment qu'il était en faillite.
en arrivant en tant que député et en ayant pris la mesure du mur financier devant lequel nous sommes, je vous mentirais en vous disant que ça va être facile. Mais encore une fois, c'est quelle société on veut construire, où est-ce qu'on donne les priorités. Pour ma part, protéger les citoyens, ça passe par la sécurité dans la rue et les soigner aussi à l'hôpital. Donc ça doit être une des priorités fondamentales. Et donc, c'est pas très glorieux, mais à mon sens, le seul chemin, c'est de faire des économies ailleurs sur d'autres politiques publiques, y compris d'ailleurs dans le système de santé lui-même, pour réfléchir là où c'est le plus utile et le plus pertinent. Voilà pour prendre votre question par la fin. Et sur la gouvernance, je suis conseiller régional d'Île-de-France, aux côtés de Valérie Pécresse, et ça fait un moment qu'on a fait un travail avec un certain nombre de collègues pour demander la régionalisation des politiques de santé et le fait que ce soit les régions qui gèrent la politique de santé, c'est-à-dire finalement qu'on remplace l'ARS au niveau régional. Ça a même fait grand bruit quand notre présidente de région l'a proposé chez Aurélie. Donc je ne vais pas vous dire le contraire aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut... En fait, moi, je suis un démocrate au sens où je crois à la vertu de la démocratie. Et j'y crois pour une raison, c'est que le maire, le conseiller régional ou parfois le député, on est à portée d'engueulade. Et donc finalement, si le système de soins n'est pas bon dans une région, au bout d'un moment, le responsable, on vient lui tirer l'oreille, on sait le retrouver. Il n'y a pas un citoyen du Val-de-Marne qui sait qui dirige l'ARS du Val-de-Marne. Voilà. Ce qui fait que pendant la crise Covid, on a été traité comme des moins que rien au niveau des communes, on a dû tout gérer tout seul comme des n'importe quoi. J'allais tout seul chercher à l'hôpital Sainte-Anne, dans une petite glacière de camping, mes vaccins. Et l'ARS agacé, que j'ose le dire à la télé, un jour, le directeur de l'ARS Val-de-Marne a écrit « Quel connard ce Jeanbrun !» Pas de bol, il me l'a envoyé à moi, le SMS. Mais voilà, donc moi je ne dis pas que les élus sont parfaits, loin s'en faut, mais ça se régule à chaque élection. Moi je pense que oui, il faut régionaliser, et en tout cas impliquer beaucoup plus, c'est ce que disait Vincent Delahaye, les élus dans cette gouvernance, et toujours avec cet esprit que ça ne doit pas être on siège en catimini loin du citoyen, on doit y siéger parce qu'on est censé y représenter le citoyen. Voilà. Merci à tous et bravo pour cet exercice. C'est extraordinaire. Sagesse, vous attendriez une minute pour laisser François Bonne dire quelques mots, pas vous répondre. Mais dire si je ne rate pas mon train... Alors ça va être rapide, puis j'ai un train aussi. Donc... Voilà, parfait. Ah bon, en plus bon. Non, alors sur la gouvernance, je vais être très rapide. Moi, il y a un principe auquel je crois depuis que je fais de la médecine d'urgence et qui nous a permis de gérer le Covid et de gérer toutes les crises. C'est simple, c'est doctrine, stratégie, tactique. C'est un truc militaire, comme quoi ça marche. La doctrine, c'est où on va. Et la doctrine, c'est du rôle de l'État. Quelle pathologie on prend en charge. C'est, si je veux faire une comparaison au Covid, vous devez soigner quoi qu'il en coûte. La stratégie, c'est comment on adapte cette doctrine aux caractéristiques d'un territoire. Et je vous rejoins sur les caractéristiques du territoire. Et enfin, la tactique, laissez-la aux professionnels sur le terrain. Parce qu'eux sont ceux qui savent comment il faut faire pour répondre à ces exigences. Après, sur la question que faut-il faire des ARS, je crois que là aussi, ne soyons pas trop français, c'est-à-dire ne jetons pas tout à peine après les avoir créées. Donc elles ont besoin encore de se muscler, surtout au niveau départemental, ça je vous rejoins. Au niveau régional, on a des gens qui sont brillants. Il faut ouvrir la gestion de ces ARS au niveau régional aux autres représentants de l'État, les préfets, c'est fait. Aux représentants du conseil régional, j'en suis intimement persuadé, à des élus locaux aussi, mais gardons la structure parce que c'est elle qui permettra d'adapter la doctrine justement au territoire. Après, sur le financement, je vous rejoins aussi, il y a de l'argent dans le système de santé, on a des économies à faire, mais avant de savoir comment on va financer, il faut d'abord savoir ce qu'on veut. Et je crois que la première des choses, c'est vraiment de savoir où on va. Cette loi de programmation, elle doit avoir un titre 1 global qui est loi de programmation du système de santé et un titre 2 qui est comment on le finance. Et on ne peut pas mélanger les deux choses. Il faut d'abord prendre le 1 avant de partir sur le 2. On vous laisse vous échapper et puis on va faire un dernier petit tour de table. Donc désolé pour les thèmes donc gouvernance et financement qu'on a traités au pas de charge, mais on a vu que la métaphore militaire convenait à l'ancien ministre de la Santé.
Est-ce que... Stéphane, Karine Barrel doit partir. Donc, oui, je finis de faire ce que je voulais faire, si tu veux bien m'y autoriser. Audrey, c'est très gentil. Oui, mais dans ce cas-là, arrêtons, parce que ça doit faire 5 personnes qui s'en vont dans le même train. Donc je préfère demander à la salle s'il y a des questions. Parce que là, depuis tout à l'heure, vous nous avez écoutés de manière extrêmement gentille. Et puis par contre, s'il n'y en a pas du tout, eh bien, on va passer la parole à ceux qui restent encore là pour s'exprimer une dernière fois. Et puis on donnera le micro à François Braun pour qu'il conclue. Pas de questions? Voilà, comme ça nous facilite la vie. Et alors, oui, nos amis parlaient avant nous. Est-ce que dans nos 3 invités qui restent, et puis notre 4e et grand témoin, à qui on va donner la parole à la fin, allez-y, une petite intervention, 1 minute. François Braun a 3 minutes, donc vous le prenez 1 minute. Là. Non, par rapport à la gouvernance, je pense que l'essentiel, en tout cas des économies, vont être dans la simplification administrative. On a parlé un peu de la Covid. Le code de la santé est à plus de 5500 pages. Il a pris 40 pages de plus pendant la Covid pour dire qu'il y a quand même une complexité administrative quand même dans notre pays. Je rappelle quand même qu'il y a plus de 15 000 lois, 74 codes, 14 000 décrets, 400 000 normes quand même dans le pays. Non, mais M. Bayrou nous avait déjà fait ça dans une émission télé, donc ne refaites pas. Non, je ne vais pas refaire, mais c'est essentiel, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a quand même des blocages administratifs importants, des économies à faire certainement, parce qu'on n'a pas parlé du virage digital qui va être nécessaire quand même de prendre. Effectivement, allez-y, l'intelligence artificielle qu'il va falloir effectivement déployer dans notre pays. Et ensuite, ce que je voulais effectivement dire aussi sur cette loi, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'avait répété tout à l'heure le sénateur, il ne faut pas que ça soit une loi en plus qui n'a pas d'effet concret, puisqu'effectivement, ça sera quand même de l'argent gâché au final, et la lourdeur administrative effectivement à supprimer. Okay. Voilà. Excusez-moi de faire ça au pas de charge encore une fois, je le répète. Donc on va laisser conclure donc François Braun qui va nous quitter ensuite. Mais ça n'empêchera pas qu'en prenant un petit verre, un café, on puisse poursuivre le débat. Je suis désolé Audrey, mais c'est comme ça, c'est mon côté professeur d'université. Oui, merci. Désolé de devoir vous quitter. Moi, ma conclusion, c'est vous avez travaillé le terreau. C'est parfait, parce que pour planter, il faut une bonne terre. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, quelque part. C'est-à-dire qu'il faut affiner. Il faut probablement affiner les objectifs. Il faut mettre des vrais professionnels rédacteurs de projets de loi dans la boucle, parce que on écrit une loi, moi je ne sais pas, hein, ça se fait de façon très particulière. Et puis il faut pousser, il faut influencer partout. Je dirais que la santé n'a pas de parti politique, hein. Donc il faut vraiment appuyer partout, pour que ce soit un sujet de débat complet aux prochaines élections présidentielles et qu'on ait enfin une loi de programmation de santé pour le prochain quinquennat. Merci à tous. Merci, Monsieur le Ministre. On vous laisse vous échapper et nous, on va se retrouver autour d'un verre, paraît-il. Même ça s'appelle l'apéritif de la fraternité. Vous ne m'en voulez pas, Guillaume. Allez, à tout de suite.